Dans ce monde, il y a des gens connus comme des détenteurs de capacités, pas très différents des manieurs de pouvoir. Certains d'entre eux naissent ainsi, et leur population augmente chaque année. Parallèlement, le nombre de crimes commis par les personnes dotées de pouvoir a augmenté de façon exponentielle. Heureusement, contrairement aux détenteurs de capacités mal intentionnés, il y en a aussi qui possèdent de la bonne volonté et de la vertu. On appelle héros ceux qui combattent le mal avec leur pouvoir, protégeant la paix du monde avec les bénédictions qui leur ont été accordées. Ils sont admirés et vénérés par la foule qu'ils protègent. Cependant, ce n'est pas l'histoire habituelle d'un héros à laquelle on est communément habitué. Sur un écran géant dans les rues, une présentatrice de journal télévisé rapporte le dernier acte d'héroïsme en ville. Aujourd'hui, la paix de la ville est une fois de plus protégée par les héros. Casu marchait, forcé d'écouter ces reportages interminables. En s'approchant d'une ruelle barricadée, il est averti des dangers dans cette direction. Confus, il se retourne pour voir qui lui parle. Anna parlait des gens qui lui feraient du mal. Même avec la présence abondante de héros, il la remercie d'être si gentille, ce à quoi elle répond que c'est juste une façon de s'attirer la bonne fortune. Le jeune homme ne croit pas à ce genre de karma, ni aux dieux, ni même aux héros. Réalisant qu'il est étrange, elle dit que les gens le prendront pour un clochard à vagabonder en plein jour, mais il soutient qu'une vie passée à travailler jour et nuit est trop ennuyeuse. Sur ce, elle lui demande curieusement quel est son but dans la vie. La question le déconcerte, et le silence confirme ses paroles selon lesquelles il pourrait bien n'être qu'un bon à rien. Comme ils ne se sont pas encore présentés, elle se présente, et il lui rend l'appareil. Elle continue son sermon et l'encourage à travailler pour devenir un être humain décent. Quelque chose attire son attention, mais une main s'était déjà tendue et avait arraché le sac à main de Anna de son épaule. Elle se débat et tire en arrière, ne voulant pas perdre son bien, mais il sort alors un couteau. Casu est intervenu juste à temps pour bloquer son cou avec son corps. Cela lui laisse une entaille large et profonde sur le bras. Bien qu'il aille bien, le problème le plus important est le voleur qui s'enfuit maintenant avec ses affaires. Juste à ce moment-là, ils ont entendu le vrombissement bruyant d'une moto. Le voleur est surpris de l'avoir foncé sur lui et lui bloquer le chemin. C'était un homme à l'allure tape-accent grave-l'œil, qui lui reprochait d'être un terrible citoyen et de voler les affaires des autres. C'était Mac, le héros musclé qui est venu sauver la situation. Il est facilement reconnu par la foule comme l'un des justiciers les mieux classés qui affrontent les criminels surpuissants. Cependant, le criminel lui dit de ne pas être trop arrogant et commence à prendre une forme bestiale. Pour lui, les héros comme ça ne sont que des imposteurs. Avec ses pouvoirs de loup-garou, il s'est jeté sur l'homme musclé qui a alors triplé de volume avec une masse incroyable. Saisissant sa tête d'une seule main, le héros puissant a écrasé le malfaiteur sur le trottoir et a levé le poing en signe de triomphe, symbolisant une nouvelle victoire pour la justice. Pendant que tout cela se passait, Anna était toujours préoccupée par la blessure de Casu. À sa grande surprise, la plaie s'était déjà refermée. C'est sa capacité, bien qu'elle ne soit peut-être pas très utile, sauf pour servir de bouclier humain. Alors qu'il minimisait son pouvoir, Max s'est approché et l'a qualifié de véritable héros. En fait, il est tellement impressionné qu'il les invite chez lui pour un repas gratuit. Elle croit que sa gentillesse finit enfin par payer. Bien qu'il joue le jeu, la réaction de Casu était beaucoup moins enthousiaste. Les deux arrivent à un somptueux manoir comme promis. Là, on leur a servi un dîner succulent et ils ont échangé quelques banalités avec le héros. Anna bavait pratiquement devant les assiettes de nourriture, alors on lui a dit de ralentir et de savourer autant qu'elle le voulait. Cependant, sa vision a soudainement commencé à se brouiller et à s'estomper. La pauvre fille n'avait aucune idée de ce qui se passait, mais ses paupières sont devenues progressivement lourdes jusqu'à se fermer complètement. Elles se sont rouvertes plus tard, ramenées avec sa conscience, mais elle a crié de choc en réalisant qu'elle ne pouvait pas bouger. Mac lui a souri avec un regard lubrique, disant qu'il était temps de passer aux choses sérieuses et ajoutant que personne ne viendrait, peu importe à quel point elle crierait. Alors qu'il se rapprochait d'elle, elle se demandait comment un héros pouvait faire une chose pareille. Le regard effrayé sur son visage lui était irrésistible, surtout quand elle pleurait et suppliait que quelqu'un vienne l'aider. Tout espoir semblait perdu jusqu'à ce qu'une silhouette familière donne soudain un coup de pied au visage de Mac. Malgré sa masse, le coup l'a envoyé rouler sur le sol. Il a regardé autour de lui avec une incrédulité et une colère totale. Tout ce qu'il pouvait voir pour l'instant était une silhouette sous le clair de lune. Anna pense que c'est un vrai héros, mais ce n'est que le clochard est bon à rien de Casu. Le héros maléfique ne comprend pas comment il est réveillé malgré le sédatif qu'il a ingéré. Libérant la fille, il dit qu'il ne l'a jamais fait et a simplement fait semblant d'être sous ses effets. C'est une révélation choquante et les victimes n'arrivent toujours pas à croire qu'un héros commettait de telles atrocités. Croire à un tel conte de fées à ce stade n'était que de la bêtise. Alors qu'elle s'accroche au fait qu'il l'a vraiment sauvé plus tôt, Casu se charge de lui montrer le vrai visage de ses idoles. L'idée qu'un héros est un allié de la justice est une imposture totale propagée par les gens et les médias. Pour le prouver, il défonce un mur et révèle plusieurs autres personnes, toutes manifestement victimes et maintenues captives. C'était horrible. Les détenteurs de capacités ne sont ni des dieux ni des saints, mais des gens avec quelques crapules parmi eux. Ricanant de son discours moralisateur, Mac dit qu'il risque sa vie tous les jours pour abattre de dangereux criminels, il est donc tout naturel que les femmes veuillent le récompenser avec leur corps. Comme prévu, sa capacité est diabolique, et il est temps de la voir vraiment en action. Casu s'est précipité et a frappé le corps de l'ennemi avec une lame,
mais elle n'a même pas éraflé sa peau dure. En représailles pour cette erreur stupide, Mac décoche un coup de poing puissant qui l'envoie s'écraser contre un mur. Le voyant tomber, le héros se moqua à l'idée qu'un jouet aussi chétif puisse le blesser. Il connaissait aussi la capacité du jeune homme, mais cesse de demander à quoi elle pourrait bien servir et a enfoncé la lame dans sa main. Casu a hurlé de douleur, puni pour avoir pensé qu'un humain de bas étage comme lui pouvait l'affronter. Bien que cela puisse être vrai, c'est aussi un fait que les héros ne sont rien d'autre que des ordures. Heureusement, il est la personne parfaite pour s'occuper de tout ça. Le liquide écarlate coulant de ses blessures a commencé à durcir et s'est transformé en arme, faisant partie de son pouvoir. Formant une lame et couvrant son visage, il a finalement révélé sa véritable capacité. Mac reste imperturbable, croyant que le garçon n'a toujours aucune chance contre lui. Cependant, le coup suivant lui entaille profondément la poitrine cette fois-ci. Il n'arrivait pas à y croire. Il devrait être impossible pour un héros comme lui de perdre. Poussé par sa seule fierté, il attrape et serre fermement le bras de son adversaire et pivote pour lui fracasser la tête directement sur le sol. Juste à ce moment-là, une série de dents acérées s'est enfoncée dans son épaule, perçant profondément sa chair. Ses genoux ont heurté le sol impuissant, incapable de faire quoi que ce soit pendant que Casu le regardait d'un air menaçant. Il a supplié pour sa vie, mais le jeune homme n'avait de toute façon pas l'intention de la lui prendre. Entendant cela, Mac le prend pour un imbécile et tente une attaque surprise, mais son faible point est attrapé avec facilité. Son pouvoir ne fonctionnait pas et il avait complètement perdu ses gros muscles, disant qu'il n'utiliserait plus jamais sa capacité. Casu brise le bras de l'homme maigre. Plus tard, le héros était assis là, tremblant d'impuissance, et a reconnu le pouvoir impossible qui appartenait au légendaire seigneur vampire. L'ignorant et répondant à la question précédente de Hannah sur son but, l'anti-héros s'est approché de son ennemi et l'a frappé en plein visage. Ils disparaîtront du monde car il vit pour effacer leur existence même de ses propres mains. Casu rapporte que la cible a été éliminée et que Mac était tout aussi dégoûtant que les autres. Il ne l'a pas tué, mais sans ses capacités, ses jours en tant que héros sont terminés. L'homme au téléphone n'arrivait pas à croire qu'il puisse prendre les capacités des autres, mais une explication à cela pourrait lui coûter la vie. Passant à autre chose, le jeune homme partage qu'il n'a toujours pas trouvé ce qu'il cherche. Maintenant, ils doivent juste conclure proprement des deux côtés car ils doivent bientôt quitter les lieux. Après tout, rester trop longtemps au même endroit ne leur fera aucun bien. Après avoir demandé une chambre et mis fin à l'appel, l'épuisement l'a finalement rattrapé et il est tombé à genoux, s'évanouissant presque à cause du surmenage pendant la bataille. Une voix intérieure le traite d'imbécile pour ne pas avoir vidé les ennemis alors qu'il devrait les sucer jusqu'à la moelle. Il soutient qu'annuler leur pouvoir est suffisant, à moins qu'ils ne veuillent être une ordure comme eux. Bien qu'il soit autorisé à s'en tenir à ses idéaux, Rascal lui rappelle son seul et unique but, dont il est bien conscient. Sur ce, il se relève malgré la douleur. La personne qu'il cherche n'est pas là non plus, et il ne peut s'empêcher de se demander où était Seiya. Il y a 3 ans, il était de retour à la maison pendant que sa jeune sœur lui montrait avec joie son nouveau tour. Elle était indéniablement douée avec ses pouvoirs et, à un si jeune âge, la fille voulait grandir vite et devenir une héroïne comme son père. Casu lui a souri, elle qui, selon lui, était complètement différente de lui. Refusant la comparaison, elle s'est accrochée à lui et l'a convaincu de suivre leur voie, mais il doutait qu'un pouvoir aussi simple que le sien puisse se comparer. Elle a refusé de l'accepter, le trouvant assez gentil et fort, mais il savait qu'il ne pouvait pas être un héros avec un pouvoir si faible. Finalement, elle n'a rien pu dire. Voyant sa tristesse évidente, il dit qu'il est plus que content d'avoir une petite sœur dont il peut se vanter. Leur journée était remplie de rires. Mais une nuit, Casu s'est levé de son lit après avoir entendu des coups à proximité. Le bruit s'est vite rapproché, et le corps de son père a fini par s'écraser à travers la fenêtre. Malgré les éclats de verre, le vieil homme a roulé sur le sol dur, battu à moitié à mort par les intrus. Un autre homme est entré, impressionné par l'habileté et la persévérance du héros malgré son âge avancé. Casu a crié et a demandé si c'était des criminels avec des pouvoirs, mais on lui a dit que c'était des héros, tout comme son père. Alors que le garçon luttait pour comprendre, une Seiya hébétée est entrée dans la pièce, réveillée par tout le bruit. Elle est choquée de voir la destruction qui s'ensuivait. Refusant de la laisser devenir une victime, le père de Casu lui dit de s'enfuir avec sa sœur. Il s'est tourné vers ses ennemis et a demandé ce qu'il était advenu de leur fierté de protecteur. Où est passée la justice en eux? Ils méprisent cette justice et soutiennent que le vieil homme était dans cette situation à cause d'elle. On dit alors aux enfants de ne jamais devenir des héros, car les héros de cette époque sont pourris jusqu'à la moelle. Passant outre leurs expressions stupéfaites, il lance son pouvoir et imprègne sa main de la puissance de la lumière. Il dit à ses enfants de vivre une vie droite et charge son ennemi, mais une main impitoyable lui transperce la poitrine, le tuant sur le coup. Casu a hurlé à cette vue. De son côté, l'homme a invoqué des flammes bleues sur sa paume, visant à brûler les gosses jusqu'à ce qu'il ne reste plus la moindre preuve. Son pouvoir ne s'éteint pas tant qu'il n'a pas réduit sa cible en cendres. À ce moment-là, il est interrompu et frappé par une étrange lumière. Voir Seiya utiliser un tel pouvoir à un si jeune âge pique son intérêt. Elle haltait déjà d'épuisement, mais son talent pur et son potentiel pourraient la rendre utile bientôt. La petite fille est assommée et emportée malgré les cris de son frère. Il ne pouvait rien faire pendant que les héros emmenaient sa sœur. Il s'est accroché à leurs jambes et a crié,
mais a été impitoyablement repoussé d'un coup de pied et projeté contre le mur dur. Puisqu'il est si inutile et faible, il devrait au moins être éliminé rapidement. Les flammes bleues ont englouti son corps, prêtes à le réduire en rien d'autre que des restes calcinés, tout ça pour la justice. Casu ne pouvait pas accepter ce qui se passait. Son père, qui avait toujours été si gentil, venait de mourir d'une mort absurde, et même sa sœur bien-aimée avait été enlevée. Toujours en train de brûler, il a maudit les héros et a juré de ne jamais leur pardonner. La vengeance allait bientôt arriver. Rascal aimait ce feu dans son cœur. Entendre la voix du vampire pour la première fois surprit le garçon, et il regarda autour de lui pour voir d'où elle venait. Venait-elle du bureau de son père? Parmi les livres et les dossiers soigneusement rangés, une énergie sinistre émane. Juste à l'intérieur des tiroirs se trouvait une boîte cachée, entièrement recouverte de sceaux chamaniques. Il les a déchirés et a ouvert sans hésitation. Un crâne lui a parlé, se présentant comme un seigneur vampire que les humains craignaient autrefois le plus. Comme pour beaucoup d'autres choses, Casu n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Il y avait un vampire légendaire qui a terrorisé l'humanité il y a un siècle à peine. Les héros auraient dû le détruire. Alors pourquoi son corps était-il dans le bureau de son père? Apparemment, les restes avaient été confiés à la garde du héros le plus puissant de l'époque. Le vampire lisait dans ses pensées et fut réveillé par la puissante soif de vengeance qui brûlait à l'intérieur du garçon. Il ne pouvait pas le nier, surtout en se souvenant de sa famille. Même après 100 ans, la détermination de Rascal n'a pas faibli d'un iota. Maintenant, le garçon a le choix de se lamenter et de mourir pitoyablement ou de prendre les restes du vampire et de devenir un vengeur. Casu sait qu'il n'est pas censé faire confiance à ses mots, mais il cherchait la force. Ainsi, il a pris les os dans ses mains et a lentement consommé les cendres, morceau par morceau. Avec cela, le pacte fut scellé et leur connexion finalisée. Le garçon reçoit le pouvoir de détruire ces misérables héros, et tout ce qu'il a à faire est d'atteindre ses ennemis et de leur apporter leur fin. À cause du vampire, son apparence a changé et il a juré de tuer jusqu'au dernier héros du monde. Casu se dirigea vers sa nouvelle maison, déçu de n'avoir toujours pas trouvé de traces de Seiya. L'appartement était aussi simple que possible, mais il n'allait de toute façon pas rester longtemps. À ce moment-là, sa voisine est sortie de sa porte et a accueilli le nouveau venu d'un ton timide. Il se figea, en état de choc total. Devant lui se tenait une femme qui ressemblait trait pour trait à sa sœur disparue. Informée à l'avance et attendant déjà le nouveau voisin, la femme se présente comme Léla et lui demande son nom. Bien que toujours troublé, il parvient à répondre, ce à quoi elle répond par un sourire chaleureux. Elle ressemble exactement à Seiya, mais il est impossible que ce soit la même personne. Elle lui demande s'il y a quelque chose sur son visage car il continue de la fixer. Le frère nostalgique se ressaisit et dit qu'elle ressemble à quelqu'un qu'il connaît. Cela mis à part, elle remarque quelque chose dans la rue. Une file de voitures de police dévalait la route, probablement à cause d'un utilisateur de pouvoir à proximité. Heureusement, il y a beaucoup de héros en ville qui pourraient s'en occuper. Il lui conseille de ne pas trop compter sur eux, surtout compte tenu des événements récents. Elle sait exactement de quoi il parlait, car l'autre jour, les crimes odieux de Mac ont été révélés et diffusés à la télévision publique de la ville. Quoi qu'il en soit, mieux vaut prévenir que guérir. Avec un sourire rassurant, Léla promet de courir dans sa chambre s'il lui arrive quelque chose, réitérant qu'elle est tout à fait sérieuse quant au fait de veiller l'un sur l'autre. Après avoir accepté son offre, il la regarde poursuivre sa journée, décidant en silence de faire quelques recherches. Les étudiants remplissaient les rues alors que la journée d'école était sur le point de commencer. Casu suivait discrètement sa voisine, observant pour voir quoi que ce soit de suspect. La surveillant toujours à l'intérieur de l'école, il note quelques trucs, mais il n'y a aucun signe suspect à noter pour l'instant. Cela dit, il ne peut s'empêcher de penser à Seiya chaque fois qu'il la voit sourire. Plus tard, elle marchait avec une autre étudiante qui s'est excusée de la déranger avec ses problèmes. Tout en l'assurant que ce n'est pas un problème, elle tombe sur un homme costaud demandant pourquoi il a été appelé. Léla s'est interposée entre eux et a dit au voyou de rester loin de son ami. Après tout, ce doit être lui qui la force à faire des boulots louches la nuit. Il est furieux contre la fille qui fourre son nez dans les affaires des autres. La dévisageant et semblant sur le point d'attaquer, elle le gifle soudainement et lui demande si elle est maintenant assez impliquée dans leurs affaires. Enragé, il jure et s'apprête à riposter. Casu est apparu juste à temps pour arrêter son poing avant qu'il n'atteigne son visage, surprenant à la fois la fille et le voyou, qui a demandé qui il était. Il prétend n'être qu'un passant, ce qui met l'homme encore plus en colère. Il était sur le point de lancer un autre coup de poing, mais ne le put car la prise autour de son poing se resserra tellement qu'il hurla de douleur. Ayant finalement le bras bloqué, on lui ordonne de cesser de s'en prendre aux jeunes filles et il est pitoyablement jeté sur le trottoir. L'homme les regarde furieusement, comprenant que leur arrogance vient d'avoir un nouveau garde du corps. Il s'enfuit en leur disant de se souvenir de ce jour. Laissés en paix, les deux étudiantes remercient leur sauveur de les avoir aidés, mais il leur dit de ne pas aller trop loin avec leur justice, car elles pourraient le regretter un jour. Léla ne peut s'empêcher de froncer les sourcils à cette idée, car elle ne veut pas être quelqu'un qui ferme les yeux après avoir vu des problèmes juste devant elle. Malgré son avertissement, il sourit en réalisant quelle bonne personne elle est. De plus, elle s'inquiète que le voyou de tout à l'heure revienne pour se venger. Il leur dit de s'enfuir si cela arrive, car il ne sera pas toujours là pour les aider. Sa nature directe la fait glousser d'amusement et les trois peuvent enfin reprendre le cours de leur journée. Pendant ce temps, au quartier général du groupe Gokukan,
Le voyou de tout à l'heure maudissait les gosses qu'il avait embêtés cet après-midi. En balayant le bureau du regard, il est surpris de voir un jeune héros qui monte en grade. L'homme charismatique le regardait droit dans les yeux quand une main ferme a soudainement agrippé son épaule. On lui dit de ne pas s'en soucier et d'oublier tout ce qu'il a vu dans la pièce. Un peu plus tard, le héros a quitté le quartier général et marchait dans la nuit lorsqu'une voix familière l'a interpellé. Il aperçoit une vision sinistre d'un liquide rouge et collant dans la ruelle, se formant et se durcissant en une lame écarlate. Casu émerge de l'obscurité et demande ce que le héros faisait là si tard dans la nuit. Un coup rapide tranche la mallette d'as, l'ouvrant de force et faisant s'envoler d'innombrables billets. Le héros se prépara à combattre pour réduire au silence l'ennemi qui avait vu ce qu'il faisait. De retour au quartier général, le voyou informe son patron que les étudiants ont parlé d'eux. Il veut leur donner une bonne leçon, mais le patron s'en fiche et se préoccupe davantage de ses maigres revenus. N'accordant aucune valeur à ses excuses, il ordonne à son homme de main d'amener les filles de tout à l'heure et de les faire travailler pour payer leur dû. À ce moment-là, une silhouette blanche est apparue de l'extérieur, à plusieurs étages au-dessus du sol. Elle traverse la fenêtre en la brisant et choque les hommes à l'intérieur. Une héroïne audacieuse était soudainement apparue devant eux. Les voyous sortent leurs armes et font pleuvoir les balles, mais elle esquive chacune d'entre elles avec aisance. Manœuvrant autour d'eux, elle déchaîne une rafale de coups précis et puissants, neutralisant tous les voyous en quelques secondes. Le seul qui reste est l'homme qui s'en prenait à Léla et son ami qui prétend maintenant avoir été menacé. Il demande même de l'aide, insistant sur le fait qu'il n'est pas l'un d'entre eux, mais cela lui est égal. Après tout, le mal commence petit et le but d'un héros est de l'arrêter avant qu'il ne devienne monstrueux. Le mal mérite d'être jugé et qui de mieux placé qu'elle pour le faire. La police arrive et elle annonce que la mission de répression est terminée. Elle s'était déjà occupée de tout et il pouvait intervenir. Enlevant son casque pour révéler des cheveux roses familiers, elle et Casu disent la même chose. Ils ne pardonneront jamais à ceux qu'ils considèrent comme la lie de la terre et les écraseront de leurs propres mains. Casu arrive dans un petit café et s'assoit en commandant une formule petit déjeuner. Le voyant bâiller, Auger, le propriétaire du café et son informateur, lui dit qu'il doit être fatigué de s'être battu contre un héros. Il dit avec confiance que ce n'est pas vraiment son problème, mais on lui rappelle de rester sur ses gardes à tout moment. Prenant une tasse de café fumante, il soutient que ce n'est pas de la confiance, mais une résolution prise au moment où ils ont décidé de risquer leur vie. Passant au sujet suivant, il dit qu'il aimerait faire appel au service d'enquête de l'informateur et lui glisse une photo de sa nouvelle voisine. Le vieil homme regarde la photo de la fille aux cheveux roses, se demandant si elle a quelque chose de particulier. Casu avoue franchement qu'elle lui rappelle sa sœur, une femme que Oji connaît bien, car il la cherche depuis longtemps. Il est sûr que Léla n'est pas sa sœur, mais ne peut ignorer la coïncidence pour autant. Ce n'est pas tout. Il aimerait aussi que l'informateur enquête sur une autre personne. C'est le voyou de tout à l'heure qui pourrait revenir pour leur faire du mal. Il connaît plutôt bien l'homme et allume la télévision pour montrer quelque chose. Un bulletin d'information était en cours, rapportant la chute récente de syndicats du crime. Alors que le reportage couvrait les actions de la police, la télévision a montré une image en direct du voyou menotté. Casu s'est personnellement occupé d'As qui était impliqué dans des crimes avec le gang Gokukan. Parmi les personnes arrêtées se trouvait l'homme qu'il cherchait. C'est étrange que la personne avec qui Léla a eu des ennuis ait été arrêtée le jour même. Auger accepte la demande d'enquêter sur la fille, mais a en retour quelque chose à demander au justicier. On lui dit de jeter un œil à des informations sur son téléphone. Il s'agit de El Eden, une boîte de nuit dirigée par un héros nommé Light. Les activités à l'intérieur étaient de toute évidence illicites. Dernièrement, ses jeunes clients se ruinent, finissant en épave mentale et physique. Contrairement aux cas habituels, il ne s'agit pas seulement d'alcool et de femmes. En fait, la rumeur qui court est qu'on peut y vivre son rêve idéal. Cela signifie en gros que c'est lié à la drogue. Il n'y a pas encore de preuves solides, et c'est exactement ce que Auger veut qu'il trouve. Les choses pourraient changer en fonction de ce qu'il découvrira. Comprenant parfaitement, Casu prit son manteau et quitta le café, prêt à éliminer lui-même tout héros pourri. Il se rend au Club Eden le soir même et est accueilli par d'innombrables fêtards dansant sous les lumières stroboscopiques. La musique était assourdissante et il pouvait à peine entendre, mais il a continué d'essayer de recueillir autant d'informations que possible. C'était terrible et il ne pouvait faire aucun progrès dans son travail. Cela dit, Auger n'aurait pas demandé de l'aide si ça avait été facile. Une jeune femme particulièrement jeune attire soudain son attention. À sa grande surprise, c'était Léla, qu'il ne s'attendait pas à trouver dans un tel endroit. Il ne peut qu'espérer qu'elle ne soit pas impliquée dans des activités criminelles. Au moment où il s'apprêtait à poser d'autres questions, une main ferme agrippa son épaule. Un videur le surplombant demande au visiteur de le suivre quelque part. Sans même résister, il fait ce qu'on lui dit et arrive au bureau du président. Le jeune homme ayant été amené comme ordonné, Light a félicité son videur et a regardé droit devant lui. D'abord, il demande qui est Casu et ce qu'il vient faire dans son club. Il insiste sur le fait qu'il est juste venu en tant que client ordinaire, mais on lui dit qu'il est trop nerveux pour raconter un mensonge aussi pitoyable. Pour que les choses se passent plus vite et plus facilement, il l'informe que l'homme derrière lui est un type spécial doté de pouvoir. C'est un établissement assez étrange pour employer des utilisateurs de pouvoir. Balayant cela d'un revers de main comme un simple cas d'embauche de garde du corps, le héros revient à ses affaires et l'interroge sur le but de sa venue. Casu dit sans détour qu'il cherche une substance qui peut lui permettre de voir ses rêves.
Sans une once d'hésitation, Light nie complètement l'idée qu'ils vendent de la drogue. Il rejette l'offre d'un chèque en blanc, réitérant qu'ils sont un établissement honnête. Peu importe à quel point il supplie, la réponse reste un non catégorique. Mais le héros rétorque qu'il n'a pas l'air de quelqu'un qui supplie, pour commencer. Sur ce, on demande finalement à Casu de partir, ce qu'il fait immédiatement. On dit au videur de se renseigner sur lui. Quelques minutes plus tard, Light enfila son costume de héros et se prépara à rejoindre la vraie fête. Le suivant, un autre majordome demande s'ils ont vraiment besoin de porter des costumes à l'intérieur du bar. Lui, comme tous les autres héros, est une personne en qui tout le monde a confiance et qu'on adore. Grâce à cela, il peut ouvrir un passage secret vers une pièce cachée, et les gens y entreront sans crainte juste à cause de sa présence. S'enfonçant plus profondément dans son club, il atteint les portes d'un salon VIP et salue joyeusement tous ceux qui attendaient son arrivée. L'endroit était rempli de fumée, provenant des invités défoncés qui se prélassaient. Ils se sont tous exclamés en voyant Light, excités et se précipitant pour s'incliner devant lui. Des liasses de billets étaient brandies en l'air alors qu'il demandait à avoir la drogue immédiatement. Il caressa les dames qui s'accrochaient à lui, les appelant ses mignons agneaux et leur promettant de leur donner plus de bonnes cam si elles rapportaient beaucoup d'argent. À ce moment-là, l'atmosphère joyeuse est interrompue par un homme rampant sur le sol. Bavant, le visage creusé, il tendit la main et supplia pour avoir de la drogue. Il promet de trouver de l'argent pour payer bientôt, mais être touché par un roturier sans le sou n'a fait qu'irriter le héros. Light le gifle violemment, lui disant de se vendre ou de voler de l'argent. Sur ce, on ordonne au majordome de se débarrasser de l'homme et d'aller chercher une nouvelle victime à l'étage. Affichant un grand sourire chaleureux, il dit à tous les autres de toujours apporter de l'argent. Un bruit soudain et inattendu provient de l'autre côté de la porte. Pensant que c'est la nouvelle victime amenée par son majordome, Light ouvre joyeusement la porte pour l'accueillir, mais se retrouve face au visage démoniaque de Casu, qui lui demande s'il va bien le traiter. Le héros est choqué, incapable de comprendre comment il a trouvé cet endroit, et on lui répond qu'il a juste demandé gentiment. L'anti-héros a soulevé le garde du corps de tout à l'heure, dont le visage était maintenant tuméfié et violet. Les gens ont été choqués à la vue du videur au sol et ont fui pour leur vie dès qu'ils ont réalisé qu'il était attaqué. D'un autre côté, Light est resté et a demandé à quel jeu il jouait. Voulait-il juste de la drogue, de l'argent, ou autre chose? Casu pointe sa lame et confirme que c'est bien lui qui chasse les héros ces derniers temps. Voyant son arme étrange, le héros prend alors sa propre épée et révèle que son pouvoir s'appelle Flash. Il charge ses nerfs et ses cellules d'électricité, ce qui lui permet de se déplacer plusieurs fois plus vite qu'un homme normal. Il n'est pas normal de révéler les détails d'un pouvoir à un ennemi, surtout en plein combat, mais de toute façon, il ne peut rien y faire. Casu est témoin de sa vitesse pour la première fois et parvient à peine à bloquer l'attaque à temps. Même Light est surpris qu'il ait réussi, bien qu'avec difficulté. Cependant, il ne peut pas être mis dans le même sac que les autres aspirants héros qu'il a chassés auparavant. Le coup est à nouveau bloqué, mais un coup de pied qui suit le frappe violemment au visage, le faisant rouler sur le sol. C'est un excellent combattant en général, pas seulement avec des épées, mais le costume doit être déroutant. Après tout, l'apparence est importante s'il veut se démarquer du reste de la foule. Lorsqu'on lui demande s'il est un héros juste pour la gloire et les éloges, il le nie et admet franchement qu'il le fait pour l'argent. L'objectif prétentieux de Casu de rendre une véritable justice est également remis en question. C'est risible, presque hypocrite. L'anti-héros le nie, disant qu'il n'est pas une fraude comme eux. Malgré l'accusation, Light l'accepte, disant que la justice est déterminée par celui qui gagne. Une autre frappe rapide comme l'éclair arrive, et c'est un barrage apparemment sans fin cette fois-ci. C'est la première fois que Casu est autant repoussé, ce qui prouve à quel point l'adversaire est réellement fort. À ce moment-là, la voix de Rascal a résonné dans son esprit, notant sa difficulté et proposant de lui prêter une partie de son pouvoir. Tout ce qu'il a à faire est de chercher et nourrir sa haine, car le feu de sa vengeance est la véritable racine de son pouvoir. S'il abandonne son corps, le seigneur vampire peut mettre fin à la bataille en un clin d'œil. Casu fait taire ses ennemis de l'intérieur et de l'extérieur, jurant d'en finir par lui-même. La faille dans sa stabilité est une chance, et Light ne manque pas l'occasion de briser sa lame avec. Une grande entaille lui traverse la poitrine, et le jeune homme se retrouve soudain à genoux sur le sol. Ses blessures ne coagulaient plus, et il ne pouvait plus maintenir sa capacité. C'est dommage qu'il ait gâché un tel talent pour s'opposer à lui alors qu'il aurait sûrement fait un héros puissant. Casu rétorque que ce n'est pas du talent qu'il a, mais une obsession. L'obsession de faire tomber les soi-disant héros. Il a ravalé toutes les humiliations et a rejeté son humanité pour perfectionner son propre corps. Le travail acharné qu'il a investi dans son objectif n'a rien d'aussi superficiel que le simple talent. Light reconnaît son courage et sa détermination à se battre même après avoir perdu son arme. En réponse, il lèvera sa lame et tranchera lui-même son obsession. Aussi tranchante que soit son épée, le héros ne pouvait la retirer de sa cible qui utilisait sa blessure pour l'empêcher de s'enfuir. Avec cela, Casu est libre de le frapper au visage et de le forcer à lâcher également son arme. Light est d'abord confus, mais réalise que son adversaire risque de perdre son bras juste pour y parvenir. Il s'en fiche, bien sûr. Si perdre des membres effraie quelqu'un, alors il ne devrait même pas se battre. Une petite coupure n'est rien comparée à la douleur qu'il a ressentie en ce jour tragique. Cela dit, il faisait le dur pour quelqu'un qui était sur le point de s'effondrer.
Il ne peut même pas empêcher sa blessure de jaillir, ce qui signifie que sa capacité est hors service. En revanche, sa vitesse fulgurante est aussi vive que jamais. Et comme mentionné, il est fort même sans arme. Light a chargé, sachant exactement ce que son ennemi visait. Il va probablement viser un contre-coup quand il sera assez proche, alors il lui ôtera cette opportunité en esquivant rapidement dès qu'il portera un coup. Le coup frappe la tête de Kazu comme prévu, et il était maintenant temps de disparaître en un clin d'œil. Cependant, il s'est rendu compte qu'il était coincé. Il s'est débattu et a lutté, incapable de retirer son poing de la tête de sa cible. Comme auparavant, l'anti-héros utilisait sa capacité comme un adhésif et s'agrippait à la main. Cela laisse Light vulnérable à un autre coup de poing puissant, assez fort pour l'envoyer s'écraser contre le mur. Il est presque assommé. Kazu a délibérément laissé sa blessure saigner pour l'appâter et le pousser à baisser sa garde. Alors que le corps du héros étincelait encore de pouvoir, sa respiration devenait saccadée. Comprenant enfin l'obsession de son adversaire, il est finalement devenu flasque et a complètement perdu connaissance. Quelques heures plus tard, la police est arrivée au Club Eden et a été surprise de trouver une plaque tournante de la drogue juste sous le bar d'un héros. Leela était de nouveau là, incapable de croire qu'un confrère puisse tomber si bas. Cependant, il y avait une affaire plus importante à régler. Elle est bien consciente que Light n'est pas un manchot au combat, ce qui signifie que l'ennemi est considérablement fort. Il est vrai que les héros sont louches, mais cela confirme que quelqu'un les traque activement. Malheureusement, elle ne peut pas permettre à une personne aussi dangereuse de courir les rues, elle doit donc prendre les choses en main et l'attraper elle-même. Le combat tumultueux avec Light a laissé Kazu avec de nombreuses blessures, à tel point que Rascal se moque de lui et dit qu'il devrait simplement tous les massacrer. Cependant, le jeune homme est déterminé à laisser ses ennemis en vie. S'il confie simplement son corps au vampire, il pourra se venger sans le moindre effort. Il en a marre d'écouter ses provocations et a l'intention de continuer à utiliser son pouvoir, mais on lui dit qu'il ne peut même pas l'utiliser pleinement après tout ce temps. Irrité, Kazu frappe et brise son miroir et on lui rappelle qu'il peut l'appeler à tout moment. S'il change Davis, il pense aux paroles du Seigneur. 2 ans plus tôt, il était dans les bois et s'entraînait avec ses nouvelles capacités. Il se concentrait sur le maintien de la forme de son sang. Pour commencer, il invoque une petite dague dans ses paumes, mais le simple fait de la serrer suffit à lui faire perdre sa forme. Rascal se moque de lui pour son incapacité à fabriquer une arme décente alors que cela fait 6 mois qu'ils se sont rencontrés. Amusé, il propose d'envoyer les héros à leur perte de ses propres mains. Le rejetant catégoriquement, Kazu l'interroge sur les pouvoirs de vol de capacité dont il a parlé. Ceux dont il suce le sang perdent ses pouvoirs, c'est aussi pourquoi on l'appelle le vampire calamité. Il ne peut pas exactement utiliser ce qu'il prend, mais cela devient essentiellement une nourriture pour son corps. Une fois drainé, une personne perd complètement sa capacité. En fait, c'est assez amusant de voir les visages des héros paniquer lorsqu'ils réalisent ce qui se passe. Il peut dire ce qu'il veut, mais si Kazu ne peut pas contrôler ses nouvelles compétences, il ne peut pas combattre les héros et sauver Seiya. Épuisé par la simple matérialisation de la dague, il perd connaissance et tombe face contre terre. Plus tard, il trouve 2 enfants qui le regardent, inquiets de son état. Il se relève pour le moment, pensant qu'il a dû s'évanouir à cause du surmenage. Les enfants lui offrent de l'eau à boire et lui demandent s'il est une sorte de héros. Rejetant l'idée, il se demande alors ce qu'il faisait là. On leur a dit de se diriger là-bas. Après que de méchants hommes soient venus attaquer leur village, ces hommes ont fait irruption et ont pris toutes les récoltes et les fruits qu'il avait cueillis. Bien que les adultes veuillent résister, ils sont impuissants car les hommes ont menacé de ruiner leur champ. Désespéré, le garçon demande pourquoi les héros ne viennent pas les aider. Leur conversation est interrompue par l'approche d'une bande d'hommes, ciblant les femmes isolées du village. Les enfants ont commencé à paniquer. Un bandit pense que la fille est trop jeune, mais le chef infâme dit que son âge est parfait. Il voit alors Kazu s'interposer entre eux. Désireux de l'écarter, l'un d'eux a posé sa main sur le sol et a fait germer des plantes de la terre. Bien qu'elle soit petite au début, la plante s'est agrandie pour devenir un être dangereux qui tirait des balles de graines sur ses cibles. L'une d'elles a réussi à toucher et blesser le jeune homme qui jouait le rôle de gardien pour les enfants. Alors qu'on lui dit de rester tranquille, d'autres plantes jaillissent pour s'agripper à son corps et le clouer au sol. Alors qu'il est immobilisé, le voyou tire fort sur la fille. La scène rappelle à Kazu le moment où sa sœur a été enlevée, et comme avant, il est de nouveau impuissant. Déterminé à empêcher ce crime odieux de se produire devant lui, il tranche la plante avec sa lame rouge, bien plus grande que la dague de tout à l'heure. Réalisant qu'il est aussi un utilisateur de capacité, l'homme maléfique cesse de se retenir et tire une autre vague de balles. Cependant, elles ne font que rebondir sur la cible cette fois-ci. Kazu a foncé droit sur sa cible et a empalé la main qui était connectée au sol, la maintenant en place. En dernier recours, l'homme menace de faire dépérir les champs du village, ce qui est la pire chose qu'il aurait pu dire. Le vampire a montré ses crocs et s'est jeté sur son corps, le drainant de sa capacité petit à petit jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Choqués, les autres ont juré de le lui faire payer et se sont enfuis avec leur chef dans les bras. Rascal était furieux qu'il ait laissé une cible s'échapper juste au moment où il commençait enfin à se montrer prometteur. Comme d'habitude, Kazu refuse de se laisser entraîner et se contente de drainer ses capacités. D'un autre côté, le garçon était terrifié et protégeait sa sœur tout en disant à leur sauveur de rester en arrière.
On lui dit d'oublier complètement les héros et de devenir assez fort pour protéger les personnes qui lui sont chères. Avec ce dernier message, il s'est éloigné. Maintenant, il était assis dans sa chambre et invoquait l'épée, qu'il affûtait depuis ce jour pour combattre ses ennemis. Quoi qu'il arrive, il est déterminé à sauver Seiya du mal. Tard au quartier général de l'Alliance des héros, Layla était sur l'ordinateur. Il y avait de fortes chances que la personne qui a attaqué le bar soit d'abord venue en tant que cliente. Elle parcourt les caméras de surveillance et voit une personne familière. En rembobinant et en zoomant, elle y regarde de plus près et réalise qui elle a vu. De retour à la maison, Kazu tombe sur Layla juste au moment où le soleil se couche. Il veille à être prudent dans ses paroles, car elle pourrait être liée au héros. Essayant d'agir normalement, il lui demande joyeusement si elle rentre de l'école, mais sa réponse est étonnamment sèche par rapport à son humeur habituelle. Même son regard était différent, à tel point qu'il se demande si elle le soupçonne. À sa grande surprise, elle lui demande soudainement s'il voudrait faire du shopping avec elle pendant son jour de congé. Elle rougit et dit qu'elle aimerait la vie d'un garçon sur un cadeau d'anniversaire pour son père. C'est inattendu, mais il accepte néanmoins la demande. Il décide donc d'une heure et d'un lieu pour se retrouver bientôt. La regardant fermer la porte derrière elle, il se tenait là, maladroit, ne comprenant pas ce qui venait de se passer. À l'intérieur, Layla soupira lourdement, pensant et espérant qu'il n'est pas une mauvaise personne. Cependant, elle ne peut toujours pas baisser sa garde et est prête à le démasquer si nécessaire. Le week-end de leur rendez-vous arrive et elle apparaît dans une tenue jolie et délicate. Avec cette apparence, Kazu se souvient encore plus de Seiya. Réalisant qu'il la fixe, il balaie ça d'un revers de main et dit qu'elle est mignonne, ce qui l'amène à se demander s'il la drague si ouvertement. Le jeune homme le nie timidement, mais heureusement elle plaisante et l'entraîne pour commencer leur virée shopping. Il marche dans le centre commercial bondé. Il essaie plein de choses et l'aide même à choisir quelques vêtements à acheter pour elle-même. C'est une journée assez amusante et légère, dont ils profitent tous les deux au maximum. Pendant qu'il mange une glace au parc, elle le remercie de l'avoir aidé à choisir le cadeau parfait. Il ne lui semble pas être un méchant, mais pourquoi ses yeux étaient-ils si solitaires? Après avoir mis ça de côté pour le moment, elle voit quelqu'un jeter une cigarette par terre et leur crie soudainement dessus. Un groupe de délinquants costauds se retourna, mais elle ne recula pas et leur dit de ramasser la cigarette qu'il avait jetée. Ils refusèrent d'écouter une petite fille les gronder, ce qui la fit trembler de colère. Comme c'est aussi un parc pour enfants, elle retira sa main, prête à rendre la justice de ses propres poings. Ayant une idée de ce qui allait se passer, Kazu arrêta son poing et s'avança, l'amenant à se demander si une capacité le rendait confiant. C'était enfin sa chance de voir ce qu'il pouvait faire. Pour lui donner une leçon et qu'il arrête de frimer, un homme lui lance un coup de poing, mais le rate de loin quand il esquive sur le côté. C'était l'occasion parfaite de lancer une contre-attaque. Cependant, il glisse sur de la glace par terre et tombe sur les fesses. Il rit de sa tentative pathétique d'héroïsme, mais on leur dit de regarder derrière eux. Les rires cessent quand ils réalisent que des policiers les regardent. Pendant que les autorités s'en chargeaient, Layla aida Kazu, qui était mort de honte à cause de sa glissade ridicule. Elle soutient qu'elle est juste reconnaissante pour l'intention et pour son aide pour le shopping. Cette fois, c'est lui qui a une faveur à demander, mais c'est juste de l'aider à acheter un nouveau pantalon. Comme le sien était sali par la glace sur laquelle il était tombé, sa maladresse l'a fait rire. Plus tard, les deux rentrent chez eux et se remercient mutuellement pour tout ce qu'ils ont fait. Finalement, tout s'est terminé sans problème, mais elle a encore quelque chose à lui demander avant de se séparer. Il s'ouvre joyeusement, mais son sourire est remplacé par une expression choquée quand elle lui demande s'il était au Club Eden il y a quelques jours. Avant qu'il ne puisse répondre, son téléphone sonna avec une notification, alors elle fouilla dans son sac pour le trouver. Son regard était toujours en attente. Finalement, elle lui demande sans détour s'il est un héros. Layla s'inclina en s'excusant et admit qu'elle pensait que Kazu était un méchant chassant les héros. Il est surpris par l'idée, alors elle s'excuse à nouveau pour un malentendu aussi ridicule. Soudain, elle sentit une énergie sinistre alors qu'il se penchait vers elle, mais il lui tapota simplement la tête et la rassura en lui disant que ce n'était pas un problème. Réchauffée par sa nature bienveillante, elle sourit et dit qu'elle a hâte de devenir de bons voisins. Il la regarda partir, répétant silencieusement ces mots. Plus tard, il se dirige vers le café habituel. Oji était sur le point de fermer mais réalise qui est son invité. Kazu lui demande des nouvelles de sa requête. Il n'a rien pu trouver de concluant sur Layla, et il semblait que toutes les données la concernant avaient été implantées. En fait, il pourrait avoir une meilleure idée puisqu'ils ont passé toute la journée ensemble. Elle le soupçonnait d'être un méchant. Heureusement, les voyous qu'il avait placés plus tôt ont fait une excellente performance, et ils ont essentiellement fait leur travail et dissipé ses soupçons. Il ne sait toujours pas pourquoi, mais son expression a changé tout d'un coup. Après avoir vérifié son téléphone, Airo a été attaqué et a été grièvement blessé vers midi. Comme il était avec elle toute la journée et n'aurait pas pu le faire, Layla était assurée qu'il est innocent. Néanmoins, il ne doit pas baisser sa garde le moins du monde, et plus important encore, il ne doit pas penser qu'elle peut prendre la place de sa sœur. Bien conscient, il est prêt à l'éliminer si jamais elle se met en travers de son objectif. Hochant la tête avec assurance, Ajay lui tend un dossier contenant des informations sur leur prochaine cible. Son nom est Rien, aussi connu sous le nom de Caméléon, qui est soupçonné de fabriquer les drogues. L'enquête montre que la piste des médicaments mène à un héros, ce qui nous ramène à elle.
Casu infiltre leur centre de recherche, se faisant passer pour un concierge pour vérifier la cible et sa société pharmaceutique. Il passe devant le garde, qui jette à peine un regard en le remerciant pour son service. La prudence était impérative car il semble que quelqu'un d'autre que lui cible les héros. Alors qu'il regarde l'emplacement de la cible, il passe devant un autre chercheur qui s'est soudainement retourné et tenait une seringue à la main. L'homme essaie de la planter dans son épaule, mais Casu l'attrape facilement et le repousse d'un coup de pied. Il fit un salto arrière pour mettre de la distance entre eux. Quand on lui demande ce qu'il fait, il répond qu'il manquait de sujets d'expérience et qu'il est venu en prendre un. Avec sa confirmation que ce n'est pas une entreprise légitime, le vampire invoque son épée, mais son identité d'utilisateur de capacité ne fait qu'exciter le chercheur qui veut un sujet de valeur. En voyant son bras se transformer en un appendice bestial, Casu réalise qu'il doit s'en occuper même s'il n'est pas la cible principale. Il charge et leurs armes s'entrechoquent, mais le bras étonnamment dur dévie la lame. L'homme est amusé par l'attaque tranchante et veut en voir plus, mais son ennemi n'a pas de temps à perdre avec quelqu'un comme lui. Menant une charge imprudente, Casu balance son arme et se fait à nouveau bloquer. Cependant, ce n'est pas le même mouvement car il liquéfie soudainement son arme, la laissant éclabousser tout le visage du scientifique. Il profite de l'ouverture offerte par l'attaque surprise et contourne son ennemi pour bloquer ses membres par derrière. Ses mouvements étant complètement arrêtés, il était libre de lui prendre ses capacités. Casu ouvrit ses mâchoires et planta ses dents dans les épaules de l'homme, le vidant de chaque goutte de son pouvoir. Pendant qu'il tombait au sol, mou et immobile, il y avait un autre utilisateur de capacité dans l'établissement. Un homme était soulevé du sol par le cou, suppliant d'être relâché, mais elle n'avait aucune intention de libérer un humain dégoûtant si facilement. Elle le plaque au sol et lui donne un coup de pied contre le mur. Juste à ce moment-là, ses oreilles se dressèrent, entendant un autre intrus apparaître. Peu importe qui ou ce qu'ils sont, Sarah était convaincue que quelqu'un d'aussi beau qu'elle pouvait facilement nettoyer les ordures du monde. Ryun continuait son travail de recherche comme d'habitude, quand un assistant de laboratoire a soudainement fait irruption, amenant le sujet de test qu'on lui avait dit de récupérer. Suivant ses ordres, il pousse le lit dans le laboratoire. Elle entre peu après, prête à commencer l'expérience. Quand elle tire les couvertures, elle est choquée de trouver son assistant, assommé et placé là comme un mannequin. Une lame rouge se trouva soudain à quelques centimètres de son cou alors que Casu confirmait d'abord son identité en tant que l'héroïne caméléon. En se retournant, elle voit son regard furieux et réalise qu'il est celui qui a vaincu Light. Il l'accuse de fabriquer des drogues illégales, mais elle soutient qu'elle ne fait qu'apporter un peu de bonheur aux gens. Alors qu'ils considèrent cela comme une excuse de perdant, ils sont étonnamment d'accord que les héros ne sont rien de plus qu'une façade pour des menteurs sans scrupules prêts à prendre tout ce qu'ils veulent. Il l'avertit de ne pas faire un pas de plus, mais ce n'est pas d'elle dont elle doit s'inquiéter. L'homme de tout alors sursauta soudainement et attrapa sa main. Ses bras sont pris par le mouvement inattendu, permettant à Réon de reculer à une distance plus sûre. Elle ordonne à son assistant de lui broyer les bras avec son pouvoir, mais ses membres ne font que trembler, impuissants. Il n'avait aucune idée pourquoi, mais il ne pouvait pas utiliser son pouvoir. Casu profite de la confusion et repousse l'ennemi d'un coup de pied. Alors qu'il percute son patron, l'intrus dit qu'il sait très bien à quel point les héros aiment les embuscades. La femme, frustrée, a donné un coup de pied à son larbin bon à rien et a enlevé son manteau pour se lancer dans la bataille. Après tout, elle commençait à s'ennuyer de la recherche. Sa peau était couverte d'écailles vertes de reptiles. Maintenant, il était temps de se souvenir du sentiment d'attraper des criminels en tant qu'héroïne. Elle révèle son fouet et commence à le faire tourner autour d'elle. À sa grande surprise, son arme entière a soudainement disparu de sa vue. Alors qu'il essayait encore de comprendre la situation, le fouet invisible lui a frappé le visage avec un claquement fort et lourd. On se moque de lui pour ne pas avoir vu une attaque aussi directe, mais il essayait déjà de comprendre la situation avec sang-froid. C'est son pouvoir. Elle peut se faire disparaître, elle est tout ce qu'elle touche. C'est enfin son tour de jouer et elle a l'intention de le tourmenter jusqu'à ce qu'il la supplie. Prêt à jouer son jeu, il claque des doigts et disperse des gouttelettes de sang dans la pièce. Dès qu'elle touche le corps du fouet, il s'approche pour le saisir et arracher l'arme de sa main. L'héroïne lâche prise sans trop se battre et dit qu'il est bien meilleur que ce à quoi elle s'attendait. Alors qu'elle s'avance, il lui demande si elle s'attend à ce qu'il recule. Cependant, elle est plus intéressée par la raison pour laquelle il cible et chasse les héros. À quelques centimètres de lui, elle a tendu la main et lui a offert son aide. Même si son but est la vengeance, elle connaît son pouvoir d'effacer qui il veut. Plus surprenant encore, elle semble être au courant pour Rascal et le don qu'il a dû lui accorder. S'il la laisse étudier son pouvoir, elle fera tout ce qu'elle peut pour l'aider dans sa vengeance. Quelque chose de tranchant est rapidement saisi dans les airs, et son offre est promptement refusée. Après tout, Casu ne peut pas avoir une collaboratrice qui le poignarde dans le dos tout le temps. Le fait qu'il ait remarqué le deuxième fouet ne faisait pas partie de son plan, alors elle l'a rapidement lâché et s'est enfuie à nouveau. Elle sera pardonnée quoi qu'il arrive, car c'est ce que signifie être une héroïne. Ils savent tous les deux qu'il est épuisé et qu'il ne gagnera pas un combat qui s'éternise. Cependant, un pied a soudainement traversé le mur et a interrompu leur combat. Une silhouette familière a parlé de l'autre côté, s'excusant de s'interposer dans leur vilaine manigance. On lui a dit de se montrer, Sarah est entrée dans la lumière avec un sourire hautain et confiant, disant que la belle personne qu'elle était arrivée pour faire le ménage. Alors qu'une femme était assise sur un banc du parc,
visiblement troublée, une autre est passée et s'est assise à côté d'elle, voulant entendre son histoire. Apparemment, son fiancé s'est porté volontaire pour l'essai clinique d'un héros et n'a pas encore repris connaissance. Selon l'entreprise et le héros, cela n'a aucun lien et ils ne sont en aucun cas responsables. Le public ne la croira pas non plus, surtout avec un héros impliqué. Ayant pitié d'elle, Sarah se lève pour confirmer les faits et promet de faire le ménage si nécessaire. La femme est surprise de trouver quelqu'un qui la croit. C'est ridicule de penser qu'un héros ne ferait jamais rien de mal. Après tout, la seule chose qui soit toujours juste dans ce monde, c'est sa beauté. Après avoir suivi cette piste, elle est maintenant arrivée au laboratoire de recherche pour faire le ménage comme promis. C'était un scénario déroutant pour les deux qui ne s'attendaient pas à voir un autre utilisateur de pouvoir débarquer tout d'un coup. Casu se souvient des nouvelles concernant un autre héros attaqué pendant qu'il faisait du shopping avec Liela. Il fait le lien et se rend compte que ce doit être elle. Quoi qu'il en soit, les invités non désirés n'étaient que des horreurs pour Ryun. Sarah surveille la situation et pose les yeux sur sa cible initiale. Il y a un autre utilisateur de pouvoir, inattendu mais c'est une bonne opportunité. Ayant l'intention de se débarrasser du plus faible en premier, elle se déplace à une vitesse incroyable et rebondit de mur en mur, pour finalement bondir sur Casu. Il esquive d'abord et décide de ne pas faire preuve de pitié envers quelqu'un qui l'attaque. Son pied heurte ses mains avant qu'il ne puisse terminer son coup, le forçant à lâcher son arme. Elle pivote et envoie un coup de pied dans son corps sans défense, mais voyant qu'il réussit à tenir bon sans tomber, elle se rend compte qu'il n'est pas un simple menu fretin à éliminer. Les mouvements de la femme léopard sont bien trop irréguliers pour être lus. Pendant ce temps, Rion a conclu que les deux intrus ne devaient pas être des alliés. Si elles restent cachées, ils s'élimineront mutuellement et elle n'aura plus qu'à achever le survivant. Cependant, Sarah la voit disparaître avec ses pouvoirs. Elle est peut-être un caméléon, mais la bête ne la laissera pas s'en tirer si facilement. Son coup de pied suivant est vif et puissant, à tel point que son talon s'enfonce profondément dans le mur. La chercheuse est stupéfaite, incapable de comprendre sa force et sa précision. Pendant ce temps, l'attaque de Brume est accueillie par un simple petit rire. Rion pense que ce doit être ses oreilles. Compte tenu de son pouvoir, la femme utilise probablement son ouïe surdéveloppé pour suivre ses mouvements. L'autre ne bouge pas, probablement méfiant de son invisibilité car il l'a déjà expérimenté. Ainsi, elle se révèle et demande à la nouvelle venue si elle aussi cherche à se venger d'un héros. Ce n'est pas tout à fait ça, mais c'est assez proche. Elle ne supporte pas les héros et est une alliée des sans-pouvoirs qui ont besoin de justice. L'argent n'est même pas en jeu, alors on lui demande si elle est une autre de celles qui prétendent rendre la vraie justice. Sarah admet que ses raisons ne sont pas si profondes et qu'elle méprise simplement les choses laides, en particulier les héros qui se noient dans l'avidité et n'ont pas leur place dans son monde magnifique. Ryun la considère comme une excentrique, mais une excentrique qui lui a fait gagner assez de temps. Elle appuie sur un bouton au mur, ce qui déclenche une alarme stridente. Ce n'est que ça, mais le bruit rendra impossible d'entendre ses pas lorsqu'elle est invisible. La chercheuse tourne autour de sa cible, visant à lancer une embuscade par derrière. Ils ont regardé autour d'eux, ne sachant pas où l'ennemi était passé cette fois. Rien voit sa chance et la saisit en frappant Sarah, mais elle est douloureusement punie par un coup de pied profond dans le ventre. Elle est projetée contre le mur, incapable de comprendre comment ses pas ont été décelés. Ce n'était en fait pas le son que la femme léopard suivait, mais son odeur, qui empeste exceptionnellement une puanteur laide et vulgaire. Battue et incapable de bouger, rien s'effondre, vaincue. Sarah a pivoté pour donner son tour à Casu, mais il s'est contenté de la regarder d'un air absent. Comme les autres, il avait une odeur sinistre, mais une odeur de sang. Casu insiste sur le fait qu'il n'est pas un héros et n'a rien à voir avec Réon. Malgré tout, Sarah ne peut pas ignorer la puanteur qui émane de lui. Au fond de lui, Rascal a souri, amusé que son pouvoir refuse tout simplement d'être contenu. Les manigances du vampire l'agacent, mais ce petit tic est une ouverture qu'elle ne laisse pas passer. Elle a chargé et a lancé un coup de pied puissant qu'il a attrapé d'une seule main, lui rappelant de ne pas devenir trop arrogante. Suggérant qu'il ferait bien de suivre son propre conseil, elle a pivoté rapidement, utilisant la cheville qui la grippe comme point d'ancrage, et a déclenché une autre frappe. Il est projeté en l'air cette fois-ci et est presque assommé. C'est surprenant de voir avec quelle facilité il en a été victime, mais il n'avait pas fini et voulait simplement éviter de la combattre si possible. La lame écarlate est invoquée une fois de plus. Maintenant, tous ceux qui se trouvent sur son chemin devront en payer le prix. Avec l'odeur sinistre du sang qui se déchaînait, il montrait enfin sa vraie nature. Elle se prépare à l'achever en beauté. Un barrage de coups apparemment sans fin est déclenché, et il esquive à peine chacun d'eux. Cependant, il tente de contre-attaquer si lentement que Saracen sert comme d'une ouverture pour lui planter un coup de poing profond dans le corps. Au lieu de le blesser, elle est surprise par la sensation, sentant un liquide collant l'attirer plus près de son corps. Elle ne pouvait pas bouger, peu importe ses efforts, et a vite compris que son adversaire le faisait exprès. La lame était levée au-dessus d'elle et elle ne pouvait pas esquiver à temps. Casu a abattu sa lame mais s'est arrêté juste avant qu'elle n'atteigne son épaule. Comprenant sa confusion, il annule son pouvoir et dit qu'il ne se bat pas sans réfléchir pour le frisson du combat. Il tuera ses principaux ennemis et anéantira l'association des héros, tout ça pour sauver sa sœur qui leur a été enlevée. En entendant sa raison, Sarah se lève et lui demande s'il est celui qui a vaincu des héros seul, à part elle. Lui demandant ce qui arriverait s'il l'est,
elle lui conseille d'arrêter car continuer ainsi ne le mènerait qu'à la mort. Cependant, il ne s'arrêtera ni ne mourra tant qu'il n'aura pas sauvé sa sœur. Sa détermination et son entêtement l'agacent, et elle soupire de déception en pensant qu'il était un peu beau l'espace d'un instant. Disant vaguement qu'elle doit être la seule à le comprendre, ses oreilles se dressent soudainement, entendant plusieurs bruits de pas se diriger vers eux. Ne voulant pas se faire prendre, elle court et l'encourage à la suivre. Plus tard, Sarah lui offre un verre et s'excuse de l'avoir autant frappé, mais une canette de soda ne compense guère tous les coups qu'elle lui a portés. Elle a décidé d'ignorer pour l'instant l'odeur sinistre qui émane de lui, ce à quoi il répond sarcastiquement que c'est d'une grande aide. Puisqu'ils en sont là, il a une autre question à lui poser. Vu sa force, son apparence et son sens de la justice, pourquoi ne devient-elle pas simplement une héroïne? Il y a longtemps, elle a été repérée par un héros bien connu. Il lui a proposé de la promouvoir comme sa partenaire, mais seulement si elle passait une nuit avec lui. Elle aurait eu la gloire et l'argent, mais ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait faire. Après tout, qui voudrait embrasser du vomi sur le bord de la route? C'est ainsi qu'elle l'a rembarré, et il l'a simplement regardée, déjà prêt à la mettre sur liste noire dans le milieu. Personne ne l'a cru. Casu suppose qu'il y avait d'autres façons de mieux gérer la situation, mais même elle a ses limites. Il sourit enfin, reconnaissant qu'elle est une femme bien. Le compliment soudain la fait se retourner et rougir, elle reprend confiance en elle et dit simplement qu'elle le sait déjà. Sur ce, elle se lève et s'en va, lui disant de bien retenir son nom. Au milieu d'un bureau, un bulletin d'information parle du criminel qui cible les héros. Un héros a un sourire narquois en entendant cela. Entouré d'hommes à terre, il sourit avec amusement, disant que les choses deviennent enfin intéressantes. Lui, Dragon, était prêt à jouer le rôle du héros invincible. De retour au café, le même reportage sur le chasseur de héros passait à la télévision. Servant une tasse de café à son partenaire, Oji dit qu'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un d'autre soit assez fou pour combattre les héros seuls. Sarah était vraiment bizarre, mais ce n'était pas une mauvaise personne. Néanmoins, il refuse de faire équipe avec elle et d'entraîner des innocents dans sa quête de vengeance. Par ailleurs, des rumeurs circulent sur un groupe anti-héros composé d'utilisateurs de pouvoir. L'informateur ne connaît pas encore leur objectif car il n'a pas creusé aussi loin. On conseille à Casu d'y jeter un œil, mais il n'est pas du genre à avoir besoin d'alliés. Pourtant, il aimerait voir comment ils comptent se battre, alors il part à leur rencontre. Dans un entrepôt quelconque de la ville, il a ouvert la porte nonchalamment et est entré, surprenant un groupe de personnes à l'intérieur. Naturellement méfiant, il demande qui est ce visiteur inattendu. Il est déçu de voir que Sarah n'est pas là. À ce moment-là, un homme s'est approché de lui demandant s'il savait quel genre de groupe ils étaient. Il y a un tas de gens qui veulent faire taire les héros pour de bon. Le confirmant, l'homme prend une grande inspiration et lui souffle la fumée de cigarette au visage. Casu l'avertit de ne pas faire quelque chose d'aussi impoli, à moins qu'il ne veuille se faire tuer. Agacé par ce gamin arrogant, l'homme jette sa cigarette et recule en tenant les chaînes enroulées autour de son corps. Il la balance et la lance sur le nouveau venu, déterminé à lui donner une leçon, mais les maillons d'acier sont brisés avant même d'atteindre leur cible. Ils tombèrent bruyamment sur le sol, et tout ce dont Casu avait besoin pour s'occuper de lui était une petite blessure. L'idée qu'il soit un espion, là pour découvrir leur plan, flotte dans leurs esprits. En entendant cela, il est averti de ne pas le mettre dans le même sac que ses pathétiques héros. Alors que le combat était sur le point de s'intensifier, Dan est intervenu, conseillant à son camarade de partir avant de le regretter. Il sourit et s'approche du nouveau venu, concluant déjà qu'il doit être le chasseur dont tout le monde parle. Le voyant hausser les épaules, il fait de même et passe à autre chose, puisqu'un membre supplémentaire ne peut que jouer en leur faveur. Casu dit qu'il n'a aucune intention de les rejoindre et qu'il veut juste voir comment ils vont exécuter leur plan. Puisqu'il est si déterminé à savoir comment ils vont combattre les héros, Dan révèle l'idée de semer le chaos dans les rues animées où ils n'auront d'autre choix que d'intervenir. Un héros arrogant se pointerait et se ferait écraser par quelqu'un se fondant dans la foule. Cela dit, les héros sont pourris et pourraient même ne pas se montrer pour sauver les innocents. Si cela arrive, ils pourront simplement blâmer les héros et détruire la confiance du public en eux. Casu comprend enfin assez bien leur plan et soupire devant leur idée décevante. Ils vont utiliser des civils sans aucun scrupule, mais il ne veut rien avoir à faire avec ça. Le laisser partir après avoir entendu leur complot n'est pas une option, même s'il reste un grand atout. Ainsi, Dan le défie en duel, où une défaite l'obligerait à rejoindre leur groupe. S'il gagne, il sera autorisé à rentrer chez lui en un seul morceau. Quoi qu'il en soit, ils n'ont aucune intention de le laisser partir tranquillement. Casu active ses pouvoirs et se prépare pour le combat inévitable. Son épée leur est révélée pour la première fois, mais cela ne déstabilise même pas Dan, qui montre simplement une poignée de billes entre ses doigts. Les serrant fermement, il les a soudainement jetés sur l'ennemi. Il a réussi à esquiver, mais l'endroit derrière lui a soudainement explosé avec une puissance immense. Dehors, quelqu'un qui passait par là sent les secousses de l'explosion et son intérêt est immédiatement piqué. Casu est surpris par les explosifs inattendus. Le pouvoir de son adversaire est de transformer tout ce qu'il touche en bombe. Il a sauté bien au-dessus de sa cible et a dispersé un tas de bombes dans la zone. La plupart des dégâts sont légers, et ça ira tant qu'il n'est pas touché directement. Alors qu'il chargeait, il voit Dan apparaître soudainement à côté de lui, lisant complètement ses mouvements. Il se tourne pour frapper, pensant avoir l'avantage à cette distance,
mais le pyrotechnicien s'y attendait déjà. Il est choqué que l'homme ait vu clair dans son jeu. Ils sont sur le point de s'affronter à nouveau lorsque Draco arrive et les sépare. Le héros leur rappelle qu'ils ne devraient pas oublier à quoi servent leurs pouvoirs, surtout qu'ils sont tous les deux doués. Il ajoute que puisqu'ils sont puissants, ils devraient devenir des héros capables de protéger tout le monde et d'apporter la paix à l'humanité. Se souvenant de sa sœur, sa colère envers les héros se ravive, et il déclare que les héros ne sont rien d'autre que de la racaille pourrie. Il brandit son épée vers Draco et déclare que les héros sont ses ennemis. Le héros a un sourire narquois, le reconnaissant comme celui qu'il appelle le chasseur de héros. Casu ne le confirme pas et continue d'attaquer. Soudain, une chaîne s'enroule autour du bras du héros. L'homme de tout à le regarde depuis la touche, et bien que l'attaque ne fasse pas partie du plan, il sent que c'est l'occasion parfaite d'anéantir quelques héros. Les autres annihilateurs de héros attaquent Draco tous en même temps, essayant de l'achever. Malgré cela, il les maîtrise facilement et reporte son attention sur Casu. L'homme brise la chaîne enroulée autour de lui. Pendant ce temps, Dan lance des bombes sur le héros et le piège dans une explosion. Il sourit de manière démente, pensant qu'il a gagné. À sa grande surprise, Draco est déjà à côté de lui sans une égratignure. Dan est déstabilisé par la vitesse du héros et lance des bombes de manière erratique sur son ennemi. Draco se moque de lui disant de mieux viser pour pouvoir le toucher. Soudain, un groupe d'adolescents ouvre la porte de la planque après avoir entendu l'explosion. À cause de cela, l'homme a l'opportunité de les attaquer alors que le héros est distrait. Draco s'interpose rapidement et bloque l'attaque avec son corps, se blessant au passage. L'homme célèbre après avoir vu son attaque toucher, traitant le héros d'idiot pour avoir protégé les citoyens. Draco affirme qu'il n'est pas idiot et qu'il est un héros loyal qui vise à protéger les innocents. L'homme et son groupe le trouvent irritant et décident d'en finir avec lui une bonne fois pour toutes. Cependant, malgré leurs efforts combinés, Draco reste le plus fort et les bête tous en même temps, bien qu'il soit blessé. Après s'être occupé d'eux, il reporte son attention sur Casu. Casu lui tire dessus avec son pouvoir de sang, mais il esquive facilement. Sur ce, Casu commence à fuir le héros. Il regarde Dan et pense qu'il a risqué sa vie pour laisser son camarade s'échapper. Il plaque la tête de l'homme au sol avec son pied, pensant que si Casu n'avait pas esquivé ce couteau, l'explosion l'aurait frappé de plein fouet. Il s'empêche de trop réfléchir, se disant qu'il ne laissera plus Casu s'échapper. Pendant ce temps, dans sa résidence, Rascal demande à Casu pourquoi il ne s'est pas battu. Casu avoue qu'il pense que Draco est un héros respectable, c'est pourquoi il ne l'a pas blessé. Cependant, Rascal souligne qu'un vrai héros finira par se mettre en travers de son chemin, il est donc préférable de s'en occuper immédiatement. Dans ce cas, Casu devra en finir avec Draco le moment venu. Rascal espère que cette hésitation ne le fera pas tuer à l'avenir. Pendant ce temps, au quartier général de l'association des héros, le directeur rassemble les héros pour discuter des récents incidents du chasseur de héros dont tout le monde parle. Il leur ordonne d'attraper le chasseur de héros et de mettre fin à son carnage. Léla s'avance et se porte volontaire pour la mission, jurant de tuer la menace qui pèse sur les héros et l'humanité. Casu se promène dans une zone de bâtiments délabrés, exactement comme Oji le lui avait dit lors de leur rencontre. On dit que la zone est un point de rencontre pour le trafic de drogue et les héros corrompus. Il continue de fouiller la zone à la recherche de tout signe d'activité illégale. À ce moment-là, il tombe sur un homme accroupi tout seul. Il va voir comment il va, mais l'homme l'attaque immédiatement avec des serpents. Les créatures le mordent, et il active son pouvoir pour se protéger. Il balance son épée et s'apprête à frapper l'homme quand quelqu'un l'attaque par derrière. Quand il se retourne, il est surpris de voir Draco brandir son bâton et le balancer dans sa direction. Il esquive juste à temps, mais il est choqué quand un autre héros arrive et lui saute dessus. Le coup le touche et l'impact le projette violemment au loin. Le héros Tony est impressionné de voir Casu se relever même après avoir reçu un coup de son marteau. Maintenant, Casu fait face à 4 héros et est désespérément acculé. Léla dit à Peter qu'il aurait dû achever le chasseur de héros avec ses pitons. Peter se défend, disant que l'homme est assez agile, mais qu'au moins il leur a créé une ouverture. Draco s'adresse à Casu en déclarant qu'il savait qu'il était le chasseur de héros dont tout le monde parlait. Casu essuie sa sueur en réalisant qu'il tombe dans une embuscade. Son attention se porte sur l'héroïne Léla et il est surpris de voir une femme parmi les héros. Elle l'attaque, et il essaie d'esquiver le coup. Cependant, son corps commence à s'alourdir, et il se souvient avoir été mordu par le python plus tôt. Cela lui rend difficile l'esquive des attaques de Léla. Il se rend compte qu'il est dans une situation grave et qu'il doit battre en retraite. Au moment où il s'apprête à s'échapper, une balle le frappe à la poitrine. Le héros sniper Alex est positionné sur un autre bâtiment, son arme pointée sur lui. Sur ce, Casu tombe inconscient au sol, complètement à la merci des héros qui l'entourent. Impuissant, il se reproche d'avoir été vaincu sans même avoir sauvé sa sœur. Rascal comprend son sentiment et lui dit qu'il ne le laissera pas finir ici. Il va lui montrer ce qu'est la terreur pure. Casu est soudainement submergé de pouvoir. Du sang l'enveloppe, et il se transforme en Rascal. Les héros sont choqués par la transformation. Le puissant vampire se dresse devant eux. Le héros sniper essaie de lui tirer dessus à nouveau, mais le vampire se protège facilement. Rascal regarde Alex et vole vers sa position. Tony essaie d'avertir le héros sniper, mais Rascal est plus rapide et tue Alex en un instant. Alors que le héros tombe raide mort au sol, les autres se sentent menacés. Rascal sourit triomphalement, car après des centaines d'années, il a enfin retrouvé un vrai corps.
Pour le tester, il a hâte de combattre les héros. Draco crie aux autres héros de faire attention, les avertissant que celui qui l'affronte est redoutable. Cependant, Tony trouve ça excitant et attaque le vampire. Rascal est également ravi et reconnaît que s'il avait reçu un coup direct, il aurait été blessé. Tony balance son marteau sur lui, mais le vampire l'arrête avec un seul doigt. Pendant qu'il combat Tony, Peter apparaît par derrière et tente de maîtriser Rascal avec ses pitons. Les créatures réussissent à le mordre, mais il manipule son sang et repousse à la fois les serpents et Tony. Il exprime son dégoût qu'il ait essayé d'utiliser du poison sur lui alors qu'il est le maître du sang. Voyant les autres vaincus, Leela tente également une attaque, mais il la projette facilement sur le côté. Il se moque de ses ennemis, déclarant que les héros de cette génération sont faibles et ne font pas le poids face à lui. Draco fonce sur lui et frappe avec son arme, mais Rascal esquive rapidement chaque coup. Il reconnaît la technique de Draco mais déclare qu'il a encore beaucoup d'avance sur lui. Il arrache l'arme de Draco et la pointe sur la gorge de Leela, menaçant de la tuer si quiconque bouge. Quand les héros hésitent, il se moque de leur cœur faible. Il fait ensuite tourner l'arme et la plante dans le sol, épinglant la cape de Leela et l'immobilisant. L'impact fait dangereusement vaciller le bâtiment délabré derrière eux. Draco avertit les autres. Avec une expression ignoble, Rascal leur crie de se dépêcher de la sauver ou de perdre un autre héros. Le bâtiment commence à s'effondrer alors que Leela est toujours piégée. La sueur perle sur son front alors qu'elle regarde la structure s'effriter. Elle ferme les yeux, s'attendant au pire. Au dernier moment, Draco la protège de son propre corps. Elle lui demande s'il va bien, et il lui assure qu'il est un héros invincible. Inspirée par son altruisme, elle se précipite vers l'ennemi, mais Rascal lui attrape la tête et la fracasse contre le sol, se moquant d'elle pour sa faiblesse et son manque d'intérêt. Il s'avance vers elle d'un air menaçant, se préparant à porter le coup de grâce. Cependant, il est choqué quand il réalise que l'héroïne devant lui n'est autre que Leela. Les autres héros ne comprennent pas pourquoi le vampire cesse d'arrêter de bouger. Rascal se saisit la poitrine et commence à se battre avec Casu à l'intérieur de lui. Il lance un regard noir à Leela, pensant que c'est de sa faute si Casu lui résiste. À cause de cela, il décide de tuer Leela et de se moquer de Casu. Il active sa technique de sang et la projette vers l'héroïne. Draco se précipite vers Leela, cherchant à la protéger de l'attaque. À leur grande surprise, Casu se retransforme et c'est lui qui absorbe le coup, sauvant Leela à la dernière minute. Les deux se regardent fixement de près, Leela abasourdie de réaliser que le chasseur de héros était Casu depuis le début. Pendant ce temps, Casu endure la douleur dans son bras. Draco est également choqué en voyant Casu sous sa forme humaine. Tony apparaît soudainement et frappe Casu, l'envoyant voler et le laissant inconscient. Le héros au marteau est satisfait d'avoir abattu le chasseur de héros, mais Leela lui fait appel en disant qu'il est trop dur. Tony lui rappelle que Casu est dangereux puisqu'il travaille avec un vampire et souligne qu'elle ne devrait pas défendre le chasseur de héros. Il décide alors de capturer Casu pendant qu'il est encore inconscient. À ce moment-là, une présence se manifeste, les réprimandant de scène prendre à un seul homme déjà à terre. Quand Tony lève les yeux, il voit Sarah debout au sommet d'un des bâtiments délabrés. Elle les regarde avec dégoût, les qualifiant d'hideux. Elle saute et atterrit devant eux. Elle explique qu'elle avait d'abord senti l'odeur de Casu et prévoyait de le saluer, mais elle ne s'attendait pas à le trouver battu par un groupe de héros bons à rien. Comprenant qu'elle est avec lui, Peter envoie immédiatement ses pitons pour la frapper. Sarah bloque facilement l'attaque et attrape les créatures, les empêchant de bouger. Tony empoigne son marteau et fonce sur elle, mais elle l'esquive et passe devant les héros à une vitesse incroyable, ramassant Casu au passage. Elle adorerait s'occuper des héros, mais sa priorité est de le sauver. Elle ajuste ses appuis et s'échappe. Draco serre son arme de frustration alors qu'elle s'enfuit. Leela avoue alors qu'elle connaît Casu. Leela explique qu'elle est voisine avec Casu et pensait que c'était une bonne personne. Draco souligne que le mal se déguise toujours, donc elle ne doit pas se laisser berner. Il resserre sa prise sur son arme et se précipite après Sarah, avec l'intention de l'attraper. Cependant, Tony l'arrête et le frappe avec son marteau, le laissant inconscient au sol. À ce moment-là, un autre héros, Silver, apparaît, choquant Leela. Ils déclarent qu'ils s'occuperont eux-mêmes du chasseur de héros et ordonnent à Leela et Draco de retourner au quartier général. Il explique qu'ils sont inefficaces en raison de leur sens excessif de la justice, et que les trois héros restants s'occuperont donc de Casu. Leela tient bon, lui disant qu'elle ne le laissera pas ternir davantage le nom des héros avec son sens perverti de la justice. Silver a un sourire narquois et lui demande si elle se souvient ne serait-ce que du moment où elle est devenue une héroïne. Cela la trouble car elle ne s'en souvient pas clairement. Il laisse entendre que ses souvenirs ont été modifiés. Elle commence à trembler en réalisant qu'elle ne se souvient pas de fragments de son passé. Silver affiche un sourire sinistre et révèle qu'elle n'est qu'un clone d'un autre utilisateur de pouvoir. Elle est complètement choquée, surtout quand il confirme qu'elle n'est qu'une piètre imitation. Il voulait un pion loyal, mais elle a développé des émotions et est devenue difficile à contrôler. Elle n'est rien de plus qu'une expérience ratée avec un sens de la justice sans valeur. Il pense que les héros n'ont pas besoin d'idéaux superflus, il a donc l'intention de se débarrasser d'elle. Leela sent son monde s'effondrer sous ses pieds en réalisant que toute sa vie n'a été qu'un mensonge. Il s'avère qu'elle n'a jamais été une héroïne, après tout. Elle s'effondre alors que tout ce en quoi elle croyait est réduit en miettes. Silver répète qu'elle n'a plus aucune valeur et n'a pas sa place parmi eux. Soudain, une lance vole en direction de Silver. Il l'attrape sans effort à main nue et la renvoie sur Draco. Draco rit,
remarquant que les vieux comme Silver sont toujours détestés à cause de leurs absurdités. Silver s'attendait à cette réaction, sachant que Draco a un sens aigu de la justice et n'accepterait jamais le clonage. Draco admet qu'il ne se soucie pas du clonage en soi, mais est en colère que quelqu'un souffre à cause de cela. Il leur rappelle que le devoir d'un héros est de sauver les gens et de rester fidèle à cette responsabilité. Il se tourne vers Layla et lui dit qu'elle est une héroïne tant qu'elle croit en la justice et en la protection des autres. Être un clone ne change rien à cela. Elle essuie ses larmes, le remercie et retrouve sa détermination. Bien que soulagée qu'elle aille mieux, Draco reconnaît que leur situation est désespérée. Ils font face à 3 héros, et les combattre ne sera pas facile. Layla élabore rapidement un plan et lui dit de courir quand elle donnera le signal. Silver sent que quelque chose ne va pas et ordonne aux autres de les écraser. Les 2 héros chargent. Layla y voit son signal et utilise son pouvoir sur Draco, le projetant loin du danger. Silver rit de ce qu'il appelle son sacrifice inutile et se moque de sa faiblesse. Elle répond qu'elle n'est pas faible pour être une vraie héroïne et que le sacrifice de soi fait partie du rôle. Elle marche vers Silver avec une détermination inébranlable. Sarah soigne les blessures de Kazu. Il tressaille de douleur alors qu'elle le gronde pour la manière imprudente dont il a combattu les héros. Elle le traite de fou pour avoir affronté tant d'adversaires à la fois alors qu'il aurait pu mourir. Il lui dit qu'il est tombé dans une embuscade et l'avertit d'être prudente aussi. On frappe soudainement à la porte et elle se demande qui a pu trouver leur emplacement. Kazu se souvient de Layla et se porte volontaire pour vérifier. Il regarde par le Judas mais ne voit personne. Prudemment, il ouvre la porte et trouve un homme blessé debout à l'extérieur. L'homme lui semble familier, et il réalise que c'est Draco. Draco essaie de le provoquer malgré son état lamentable. Kazu l'attrape par le col et exige de savoir ce qu'il veut. Draco répond qu'il pense que Kazu est quelqu'un sur qui il peut compter, ce qui ne fait qu'irriter Kazu davantage. Sarah intervient et frappe Kazu sur la tête, leur disant d'entrer avant d'attirer l'attention. À l'intérieur, Sarah soigne les blessures de Draco, appliquant soigneusement de la pommade sur son visage. Ses actions le déroutent car il est toujours un héros et donc leur ennemi. Imperturbable, elle souligne qu'il n'est qu'un homme blessé. Elle demande si les autres héros ont causé ces blessures, et quand il le confirme, elle rit. Remarquant que cela ne fait que prouver à quel point les héros sont vraiment corrompus. Kazu l'interrompt et demande pourquoi Draco est venu les voir. Draco raconte ce qui s'est passé et révèle que Layla est un clone. Sarah expire, dégoûtée que les héros en viennent même à recourir au clonage. Draco se sent responsable de la capture de Layla car elle s'est sacrifiée pour le laisser s'échapper. Désespéré de la sauver, il s'incline profondément et demande leur aide. Sarah trouve absurde qu'ils interfèrent dans un conflit entre héros. Draco est d'accord et se prépare à partir, mais Kazu l'arrête. Il se souvient que Draco a mentionné que Layla est le clone d'un certain utilisateur de pouvoir. Quand Draco le confirme, Kazu pense à sa sœur, Sea, qui pouvait manipuler les apparences. Il se souvient comment elle avait un jour montré fièrement son pouvoir, affirmant qu'elle deviendrait une héroïne utile comme leur père. Le souvenir bascule au moment où elle a été capturée à cause de son pouvoir unique. Depuis lors, il n'avait aucune piste sur où elle se trouvait, mais maintenant il en a enfin une. Déterminé, Kazu décide de travailler avec Draco pour sauver Layla. Sarah le traite de fou de faire confiance à un héros et l'avertit que cela pourrait être un piège menant à sa mort. Kazu s'en moque. Il est prêt à affronter n'importe quel danger si cela le rapproche de sa sœur. Il part avec Draco. Pendant ce temps, à l'association des héros, Layla est ligotée. Silver prévoit de l'utiliser comme appât pour attirer Draco. Un garde fait irruption soudainement, rapportant d'urgence que Draco a été repéré à l'extérieur. Silver sourit avec satisfaction, croyant que Draco est venu la sauver. Cependant, le garde ajoute que Draco n'est pas seul et a amené 2 alliés inconnus. Cela alarme Silver. Il regarde par la fenêtre et voit Draco, Kazu et Sarah anéantir tous les héros qui se dressent sur leur chemin. Les 3 ont réussi à infiltrer le quartier général. Draco demande à Sarah pourquoi elle aide aussi. Alors qu'elle méprise tant les héros, elle regarde Kazu et déclare simplement qu'elle ne peut pas ignorer quelqu'un d'aussi authentique que Kazu. Elle a constamment envie de le sauver. Ils arrivent finalement devant une immense porte en acier. Interrogé à ce sujet, Draco révèle que c'est un terrain d'entraînement pour les héros. Ils ouvrent la porte et sont accueillis par Tony et Peter. Les 2 héros sont survoltés et ont hâte de terminer le combat qu'ils ont commencé plus tôt. Déterminé à en finir immédiatement, Kazu active son pouvoir. Draco l'arrête et lui dit de se calmer. Il suggère que, puisqu'ils ne sont que contre 2 héros, ils devraient se concentrer sur un seul d'abord. Il charge alors vers Peter. Draco balance son arme sur le héros et crie à Kazu de porter le coup de grâce. Kazu court dans leur direction, mais à la surprise de Draco, il lui marche dessus et l'utilise comme tremplin pour s'échapper. Il n'a qu'un seul objectif en tête, sauver Layla car elle est un indice vital pour lui, abandonnant Draco et le mettant dans une situation difficile. Peter essaie de l'arrêter avec ses pitons, mais Sarah intervient et le laisse s'échapper. L'homme la traite d'idiote de l'avoir laissé partir, notant qu'ils ont gâché leur avantage à 3 contre 2. Elle répond qu'un combat à 2 contre 3 est injuste et qu'elle déteste ça. Elle préfère mener une bataille perdue d'avance plutôt que d'être injuste. Le héros se moque de son sens de la justice superflue et ordonne à ses pitons de l'attaquer. Elle esquive rapidement les créatures et charge Peter, lui donnant un coup de pied en plein visage. Elle lui assène un autre coup de pied, mettant fin au combat avec le héros et le laissant inconscient. Elle regarde le héros de haut pour avoir sous-estimé son pouvoir.
Elle ne cherche pas la supériorité et vise seulement à montrer à quel point les héros sont corrompus. Pendant qu'elle est préoccupée, Peter lâche un de ses pitons. La créature s'enroule autour du pied de Sarah. Alors qu'il s'apprête à la mordre, elle saute et tourne en l'air, arrachant le piton de son pied. Peter est choqué par la force insensée de ses jambes. Elle apparaît derrière lui et lui donne un autre coup de pied violent. En colère, le héros se relève immédiatement. Cette fois, son aura est plus dangereuse et menaçante. Il invoque d'autres de ses pitons et se jette sur la femme. Il sourit triomphalement, certain qu'elle ne peut pas esquiver l'assaut. Mais à sa grande surprise, elle les anéantit facilement avec sa vitesse incroyable. Elle lui donne ensuite un autre coup au visage, le blessant. Pour riposter, il lui souffle un gaz toxique au visage. Après avoir inhalé la fumée par inadvertance, elle se sent instantanément engourdie et a du mal à bouger. Il est impressionné que cela ne l'ait pas rendue inconsciente, mais il doit maintenant terminer le combat. Pour porter le coup de grâce, il invoque à nouveau ses pitons et leur ordonne de mordre Sarah jusqu'à ce qu'elle soit hors d'état de nuire. Les pitons lui injectent une neurotoxine, la rendant à peine capable de bouger son corps. Il la trouve impressionnante et lui demande pourquoi elle continue de se battre. Elle a alors un flashback d'il y a 15 ans, alors qu'elle n'était qu'une petite enfant prenant un repas tranquille avec sa mère à la maison. Elle rêvait d'être une héroïne quand elle était encore une jeune fille innocente. Cependant, elle a été trahie par un héros auparavant. Le héros l'a invitée dans sa chambre et lui a proposé de faire d'elle une héroïne vedette si elle passait la nuit avec lui. Elle l'a traité d'imposteur et s'apprêtait à quitter la pièce quand il l'a attrapée de colère. Elle lui a alors donné un coup de pied, le faisant trébucher et se recroqueviller de douleur. Elle le mordit en guise d'adieu et rentra chez elle. Sa mère n'était pas vraiment impressionnée par ce qu'elle avait fait. Elle a gâché sa chance de devenir une héroïne à cause de l'incide, car le héros ne la recommanderait pas maintenant. Elle était surprise qu'il soit un vrai héros après tout, car il voulait profiter d'elle. La mère a soupiré et lui a dit qu'elle aurait juste dû endurer une nuit avec le héros. Cela a complètement brisé Sarah, surtout après que sa mère a souligné qu'elle l'avait élevée pour devenir une super-héroïne et qu'elle devait faire un petit sacrifice. Le cœur brisé, elle s'est enfuie de la maison. Dans une ruelle, elle a pleuré toutes les larmes de son corps pendant que les héros étaient acclamés en arrière-plan. Elle les a traités de menteurs et de corrompus. La vie dont elle avait autrefois rêvé était brisée et personne ne venait l'aider. Les héros étaient censés aider les personnes dans le besoin, mais elle a été trahie par l'un d'eux. C'est alors qu'une femme avec un parapluie s'est approchée d'elle, l'incitant à parler de ses problèmes pour se sentir mieux. Après lui avoir ouvert son cœur, la femme l'a immédiatement cru et s'est montrée empathique. Après tout, elle avait déjà entendu des rumeurs sur la corruption des héros. Sarah se sentait toujours déprimée parce que sa mère ne lui parlait plus après ce qui s'était passé. La femme lui a dit d'être fière d'elle-même parce qu'elle était honnête. Si elle apprenait à vivre fièrement et avec confiance, les attentes des autres, y compris celles de sa mère, n'auraient plus d'importance. Elle l'a également assuré qu'elle serait là pour l'écouter. Déconcertée, Sarah a lâché qu'elle était plus cool que n'importe quel héros qu'elle avait rencontré. La femme a ricané et a tiré une bouffée de sa cigarette, déclarant qu'elle n'était pas cool, mais belle. Sarah a regardé la femme qui était meilleure que n'importe quel héros qu'elle avait rencontré. À présent, elle dit à Peter que tout ce qu'elle veut maintenant, c'est être belle et cool. Peter demande en quoi c'est différent d'être un héros. Elle souligne que les héros brillent sous les projecteurs, mais elle veut briller même dans les ruelles les plus sombres et tendre la main à ceux qui sont vraiment invisibles et dans le besoin. Elle veut être la femme qui l'a sauvée auparavant, authentique et bienveillante. Peter ne peut toujours pas comprendre ses sentiments et attaque pour en finir avec elle. Elle mord alors le python, à la grande surprise de Peter, et lui donne un coup de tête. Cela met finalement fin à la bataille, Sarah l'emportant sur le héros python. Tony les regarde et se rend compte que Sarah a gagné le combat. Cela ne le dérange pas, car il est sur le point de gagner sa bataille contre Draco. Draco est allongé contre le mur, blessé. Après un moment, il se relève, chancelant sous l'impact. Il refuse d'être vaincu par un héros ignoble. Tony affiche un sourire diabolique, disant qu'il n'a aucune chance contre lui. Draco profite de cette occasion pour attaquer et balance son arme sur lui, mais ses mouvements ralentissent. Grâce à cela, Tony parvient à porter un autre coup, l'envoyant voler à travers la pièce. Il regarde son ennemi de haut, le considérant comme une cause perdue. Il incite l'homme à cesser de se battre et à se rendre avec dignité. Draco ne peut pas abandonner maintenant et doit sauver Leela, qui s'est sacrifiée pour lui. Bien que grièvement blessé, il essaie de se relever et de se battre à nouveau. Déterminé à gagner, il serre fermement sa lance et endure la douleur, prêt à bondir à nouveau sur Tony. Il ne pourra accepter la mort qu'après avoir réussi à sauver Leela. Tony trouve sa bravoure dégoûtante, lui disant que tout ce qui l'intéresse, c'est de profiter d'un combat qui pimente sa vie banale. Il se fiche de savoir qui a besoin d'être sauvé et ne veut que les avantages qu'apporte le statut de héros. Il balance son marteau sur Draco qui le bloque avec sa propre arme. Les deux s'affrontent à nouveau, Tony disant à Draco que quelqu'un d'aussi faible que lui devrait cesser d'être un héros. Draco essaie de le trancher, mais à son grand choc, sa lance se brise en deux, le laissant plus démuni. Tony marche sur son arme et se moque de son sens de la justice. Draco lui dit de ne pas trop s'emballer car il peut encore se battre même sans son arme. Même si son arme s'est brisée, son esprit est toujours intact, et c'est ce qui le fera continuer. Le héros au marteau saisit son arme gigantesque et déclare qu'il écrasera son esprit et son espoir. Les deux se jettent l'un sur l'autre en même temps.
Draco frappe le marteau de Tony à main nue, l'écrasant au passage. Cependant, sa main subit également de lourds dégâts. Avec seulement la poignée restante de son arme, Tony la balance sur Draco, qui s'apprête à le frapper à nouveau avec son poing. Draco donne tout, son poing fendant l'air et provoquant une pression qui frappe Tony dans ses points vitaux. Comme il ne s'y attendait pas, le héros au marteau est incapable de dévier le coup, ce qui entraîne sa défaite. Draco souligne que Tony ne se bat que pour s'amuser, donc ses convictions sont faibles. Il déclare qu'il est l'invincible héros, Draco, et que quoi qu'il arrive, il persévérera et se battra pour la justice. Pendant ce temps, Kazu arrive enfin dans la pièce où Leela est retenue. Silver le salue et est ravi de rencontrer enfin le chasseur de héros. Kazu ne perd pas de temps et l'interroge sur son travail sur les clones d'un certain utilisateur de pouvoir. Il demande où se trouve l'utilisatrice de pouvoir originale et ce qui lui est arrivé. Cependant, au lieu de répondre, Silver le défie en duel. Kazu accepte. Déterminé à obtenir une réponse, Silver retire sa cape, se préparant à le combattre. Il frappe alors le sol et lance des rochers en direction de Kazu. L'homme les esquive facilement, mais Silver profite de cette occasion pour l'attaquer pendant qu'il est occupé. Le héros tente de le frapper, Kazu l'esquive et riposte en balançant son arme vers le héros. Cependant, il est trop lent pour Silver, et le héros parvient à égratigner son corps. Le coup blesse le chasseur de héros. Kazu évalue sa blessure et est soulagé de constater qu'elle n'est pas si profonde. Il sent aussi que son adversaire est fort, mais c'est la piste qu'il suit, il doit donc gagner ce combat. Avec le souvenir vivace de sa sœur, Kazu active son pouvoir et forme une épée avec son sang. Il balance alors son épée sur son adversaire qui égale sa vitesse. Silver vise un point vital, mais Kazu parvient à bloquer l'attaque avec sa main, cela blessant au passage. Le héros le traite de fou pour ne pas se soucier de ses blessures. Il saisit alors ses deux mains, maîtrisant le chasseur de héros. Il le plaque au sol de toutes ses forces, le laissant immobile. Il sourit triomphalement, déclarant que même le tristement célèbre chasseur de héros ne fait pas le poids face à un héros comme lui. Silver le saisit alors par le col, puis par le cou. Lentement, la conscience de Kazu s'estompe. Alors qu'il ferme lentement les yeux, Leela l'appelle. L'espace d'une seconde, il voit sa sœur en elle. Cela le ramène au présent, et il reprend conscience. Une fois qu'il a récupéré, il donne un coup de pied à la gorge de Silver, repoussant le héros. Il active à nouveau son pouvoir de sang et frappe le héros avec son épée. Silver esquive rapidement l'attaque et retombe fermement sur ses pieds. Voyant que le chasseur de héros considère Leela comme importante, il saisit la jeune fille à la gorge et la jette par la fenêtre. La vitre se brise sous l'impact et Leela tombe en chute libre du bâtiment. Kazu essaie immédiatement de la secourir, mais il ne parvient pas à attraper sa main. Sentant son désespoir, Rascal propose de prendre à nouveau sa place. Avant que Kazu puisse faire un choix, Silver tente de le faire tomber du bord d'un coup de pied. À ce moment-là, le sang de Kazu se transforme en arme et frappe le héros, créant une distance entre eux. Son sang saisit alors Leela et la sauve d'une chute mortelle. Silver sourit narquoisement à l'adversaire qui lui fait face. Kazu s'est maintenant retransformé en Rascal, qui, après avoir sauvé Leela, déclare qu'il va en finir avec Silver. Rascal est ravi d'affronter un autre héros en duel. Il contrôle son sang, saisit son adversaire et le plaque au sol. Le vampire se moque de lui, le trouvant faible. Insulté, Silver agrippe son pouvoir de sang et se dit qu'il doit en finir rapidement, car le vampire représente une menace. Il tire ensuite Rascal vers lui, le frappant de son poing à une vitesse incroyable. Malgré cela, le vampire parvient à dévier le coup et le repousse contre le mur avec une force brute. L'attaque l'envoie voler hors du bâtiment, jusqu'à l'héliport. Maintenant, Rascal n'a plus à s'inquiéter de la réaction de Kazu à la présence de Leela dans la pièce, et il peut se battre à sa guise. Anticipant une autre attaque, Silver riposte, le frappant avec ses griffes acérées. Le coup le manque de peu, ce qui frustre Rascal. Silver profite de l'occasion pour attaquer à nouveau, utilisant la pression du vent pour le trancher. Le coup égratigne le vampire, qui reconnaît maintenant que Silver est un adversaire redoutable. Cela excite le héros, qui déclare avoir besoin d'une vraie force pour dominer quelqu'un comme lui. Sur ce, Rascal forge une arme à partir de son propre sang. Il forme une épée puissante, plus grande et plus forte que celle que Kazu manie habituellement. Alors que l'air crépite de leur puissance, Leela atteint le dernier étage et crie le nom de Kazu. Cela agace Rascal, qui se laisse distraire par sa présence. Silver le voit et se jette sur lui. Le héros lève ses griffes acérées et les enfonce dans sa chair. Le coup le plaque violemment au sol. Silver célèbre, sentant qu'il est déjà en train de gagner. Il enfonce ensuite sa main dans la poitrine du vampire à plusieurs reprises, le laissant gravement blessé. Sur ce, Rascal se retransforme en Kazu, ce qui fait rire davantage le héros, confiant en sa victoire. Cependant, il sent Kazu tressaillir. Il recule immédiatement, surpris que le chasseur de héros respire encore. Bien que tremblant, Kazu se relève de manière impressionnante après avoir encaissé de multiples coups brutaux. Silver est impressionné, mais déclare qu'il doit mettre fin au combat maintenant. Le chasseur de héros refuse d'être vaincu et saisit à nouveau son épée. Cependant, avant qu'il ne puisse faire un mouvement, le héros l'empale à nouveau. L'assaut le met à genoux, et il tombe au sol, inconscient. Silver reporte son attention sur Leela, qui est prête à l'attaquer. La voyant libérée de ses entraves,
il réalise que Casu l'a frappé intentionnellement plus tôt pour libérer la femme. Il lève à nouveau ses griffes et lui dit qu'elle aurait dû s'enfuir quand elle en avait l'occasion. Elle refuse de s'enfuir et insiste sur le fait qu'elle le combattra jusqu'au bout. Elle rassemble son pouvoir dans sa main et le projette en direction de Silver. Le héros dévie facilement son attaque et se moque de sa stupidité. Cependant, cela ne la perturbe plus, et elle lance une autre attaque sur son ennemi. Agacé par sa ténacité, il la gifle au visage. Il fait remarquer qu'en tant que clone, elle était destinée à être éliminée depuis le début, donc elle ne devrait plus se battre. Déterminée, elle avance, car quelqu'un a risqué sa vie pour elle. Elle se remémore le moment où Casu s'est sacrifié pour elle. Cela lui donne une nouvelle vague de détermination, et elle se jette sur son adversaire, déclarant qu'elle défiera son destin. Elle déchaîne un puissant rayon sur Silver. Le héros endure la douleur de son coup. Il lui saisit alors la tête et lui donne un violent coup de genou. Le coup l'envoie valser à travers la pièce. Elle gémit alors que Silver lui marche dessus, déclarant qu'elle devrait apprendre la différence entre leurs puissances. Il se moque d'elle, disant qu'une simple copie ratée comme elle ne gagnera pas contre sa force. En représailles, elle agrippe son pied et déploie toute sa puissance, affirmant qu'elle n'abandonnera jamais car elle croit en la justice et qu'elle continuera à être une héroïne même si elle n'est qu'un clone. Sur ce, elle maîtrise Silver et le projette loin d'elle. L'homme recule et grince des dents de colère. Elle bondit alors sur lui et lui donne un coup de pied au visage. Tant qu'elle en a l'occasion, elle lève la jambe et lui assène un autre coup brutal à la tête. Frustré, Silver jure qu'il la punira dès qu'il mettra la main sur elle. Elle n'arrive pas à croire qu'il puisse encore tenir debout après avoir subi toutes ces attaques. Il souligne que c'est pour ça qu'elle est une imposture, parce qu'elle ne pourra jamais le battre. Il lui attrape la jambe et fait remarquer qu'un vrai héros utilise une arme. Il se prépare à la poignarder avec son arme. Mais à sa grande surprise, Casu a récupéré et se tient maintenant derrière lui. Le chasseur de héros le mord alors et aspire son sang, volant son pouvoir par la même occasion. Il regarde le héros qui tombe inconscient au sol. Léla court vers lui et lui demande s'il va bien. Quand il confirme, elle le remercie de lui avoir sauvé la vie. Il lui exprime également sa gratitude, car elle a aidé à vaincre Silver. Elle exprime aussi son intention de révéler au monde la corruption de Silver et des autres héros. Sur ce, Casu lui demande si elle compte aussi le capturer, lui, le chasseur de héros. Après un instant, elle confirme qu'elle doit le capturer, car il représente toujours une menace pour l'association des héros. Il ne peut pas encore se faire prendre. Casu active donc son épée de sang et se prépare à la frapper. Elle reconnaît qu'il l'a sauvée et lui en est reconnaissante. Mais elle doit quand même accomplir ses devoirs de héros. Elle l'exhorte également à expier ses péchés et à se rendre. Il fait remarquer que tabasser des héros corrompus ne devrait pas être considéré comme un crime, puis la frappe avec son épée. Elle esquive et lui donne un coup de pied. Elle rassemble alors son pouvoir magique, le transformant en une boule d'énergie, et la lance dans sa direction. Il lève son épée pour dévier son attaque, soulignant qu'il n'a pas tort de combattre les héros. Il réussit à neutraliser son pouvoir et pointe son épée de sang sur elle. Il ajoute qu'il n'y a plus de véritable droiture dans la société d'aujourd'hui, et qu'ils sont tous corrompus à leur manière. Léla grince des dents, sachant pertinemment qu'il a raison. Elle jure cependant de changer cela, et s'efforcera de créer un monde où les héros sont vraiment l'incarnation de la justice et de l'équité. En entendant cela, Casu dépose son arme, admirant sa véritable intention d'aider les gens. À sa grande surprise, Silver se rétablit et s'apprête à frapper Léla. Il vient à nouveau à sa rescousse et enfonce sa main dans la chair de Silver. Le héros refuse d'être vaincu et le pousse par-dessus la balustrade avec lui. Léla crie le nom de Casu alors que les deux hommes tombent en chute libre de la tour. Elle sort en courant du bâtiment des héros et trouve Silver mort sur le trottoir, tandis que Casu est introuvable. Plus tard, elle essaie de rendre visite à Casu dans son appartement, mais un voisin l'informe qu'il a déménagé il y a quelques jours. En rentrant chez elle, elle se jure qu'un jour elle attrapera Casu elle-même et l'appelle son héros. Pendant ce temps, on annonce dans tout le pays que Silver et ses sbires sont arrêtés pour leurs crimes. L'héroïne Léla promet qu'elle ramènera la société des héros à sa gloire d'antan. Après la conférence de presse, elle se dit doucement qu'elle n'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas renforcé sa propre version de la justice. Un braquage est en cours dans une banque. Deux hommes armés sont occupés à voler de l'argent quand Draco apparaît et sauve les innocents à l'intérieur. Ailleurs, Sarah se tient au sommet d'un bâtiment sous la lueur du clair de lune. Elle entend un cri et décide qu'il est temps de punir le mal. Dans un laboratoire, une fille est attachée sans défense à une chaise. Le héros devant elle a l'intention de l'utiliser comme sujet de test pour sa propre expérience de clonage. La fille gémit de peur et fait remarquer qu'un jour, le châtiment divin entre à cet homme. Le héros rit, déclarant que les seuls dieux dans leur monde sont les héros, alors elle ferait mieux de l'adorer à la place. Soudain, il s'arrête de rire après avoir senti une autre présence dans la pièce. Casu sort de l'ombre et se moque de lui pour s'être comparé à un dieu alors qu'il n'est qu'une ordure. Le héros se prépare à le combattre tandis que Casu active son pouvoir de sang, prêt à bondir sur le héros.